c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 33. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et cette semaine, on va parler Actu Ciné 2017. On va tout passer en vue parce que c'est un peu notre Super Ciné Battle 2017. On va regarder ce qui va sortir et on va dire ce qu'on pense, si ça nous excite. Je suis Daniel Andrieff et de l'autre côté de la planète se trouve l'Alter Hater, Benjamin François, alias Quix. Hello Benjamin, comment tu vas? Salut Daniel, salut les auditeurs, j'ai bien aimé ton petit lapsus, l'after hater. Ben c'est vrai, mine de rien, je suis un after hater et ton alter ego si tu veux, enfin bref. Moi ça va. C'est vrai qu'il y a un Alter Hater. Ouais. Quoi de neuf de ton côté? De mon côté, j'ai presque reterminé Twilight Princess. Je sais bien que juste avant la sortie d'un nouveau Zelda, c'est un peu cliché de refaire ceux d'avant, mais en fait, je me suis rendu compte. C'est tout sauf un cliché, mon pote. Je me suis rendu compte que j'avais aucun souvenir de Twilight Princess que j'avais fait quand il était sorti il y a 10 ans. Je l'avais pris sur GameCube, hein, c'était le Chant du Cygne, l'ultime jeu GameCube. Et je l'avais bien attendu parce que c'était une console que moi j'aimais beaucoup. Je sais que toi t'étais pas forcément super fan du GameCube, non. Mais moi c'était vraiment une console que j'aimais beaucoup. Et donc je peux te dire que les gens qui disent du GameCube m'énervent encore plus. Mais... Ah, c'est moche, hein. Bref, je l'avais fait sur GameCube à l'époque et j'en avais vraiment très très peu de souvenirs. Je me rappelais juste que en fait le début était calamiteux, que j'aimais beaucoup tout ce qui était au milieu et que j'avais pas aimé la fin non plus. Et en fait en le refaisant, je me rends compte que oui, le début est vraiment nul à chier. Que tout ce qui se passe au bout de la, on va dire, deuxième heure, c'est génial, et que la fin, j'aime pas. Là, tu vois, je suis quasiment à la fin, je suis au donjon, au palais d'Hyrule, et bon, je me suis endormi dessus. Alors, le donjon du crépuscule, il est super nul. Je les confonds tous, c'est celui avec le chien. C'est celui où tu transformes en loup, oui, tout à fait. Ouais, d'accord, ok, parce qu'il m'a ennuyé très très vite. J'ai fait 2 donjons et c'est fini. C'est fini. En fait, c'est parce que les donjons sont bien et le monde extérieur est Ayesh. Le monde extérieur donne pas envie de se balader en fait, et c'est un truc qui est assez ouf. Le monde extérieur est bon, genre 4 fois plus grand que celui d'Ocarina of Time, mais il y a une espèce d'ambiance bizarre amplifiée par la musique. La musique est borderline creepy, surtout la nuit par exemple, et t'as pas tellement envie de t'y balader. C'est vraiment très étrange, déjà parce que c'est un monde immense qui est très vide, ce qui est quelque chose qui me fait extrêmement peur avec Breath of the Wild, mais avec Twilight Princess c'était déjà le cas. Et ouais, non, tu vois, t'as pas envie de pousser l'exploration, alors que c'est vraiment ce que j'adore dans les Zelda, c'est l'exploration. C'est pour ça que j'adore le premier, qui est pour moi le meilleur de la série. Mais là, j'ai moyennement envie, en fait, je sais pas, ça m'emmerde un peu, donc je vais le finir, et puis histoire de dire, bon, bah ouais, en fait, les souvenirs que j'en avais étaient finalement plutôt corrects. Et puis oui, je le fais sur Dolphin, hein, je le fais en émulation parce que j'ai la console et le jeu d'origine, donc je veux pas me gêner, j'ai le droit. Et c'est quand même plutôt joli. Avec un pack de textures HD en 1080p et en 16:9, ça a quand même encore de la gueule. J'ai pas comparé avec la version Wii U, j'avoue, je sais pas comment ça se pose, mais c'est quand même très regardable. Donc voilà. Mais en fait, j'ai une plus grosse actu. Ma plus grosse actu, c'est que balance. Voilà, hier soir, je suis allé voir Get Out, qui est un film de Jordan Peele. Alors, est-ce que tu connais Jordan Peele, qui est la moitié du duo Key and Peele? Non, ça me dit rien. Alors, Key and Peele, c'est un duo d'humoristes qui avait une émission à leur nom sur Comédie Centrale. En fait, Keegan-Michael Key est un peu plus connu non, c'est Keegan-Michael Key est un peu plus connu que Jordan Peele parce que il a fait un dîner des correspondants avec Obama, parce qu'il incarne Luthor, le traducteur des pensées d'Obama. Est-ce que tu as vu ce sketch-là ou pas? Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, dans l'émission de Key and Peele, tu avais Jordan Peele qui faisait une imitation d'Obama, et alors, il imite Obama, c'est incroyable, quand tu l'entends parler, t'as l'impression que c'est Obama, pendant que Key, lui, faisait Luthor, le traducteur. Donc, en gros, à chaque phrase que dit Obama, il y a... en gros la traduction de ce qu'il pense vraiment, et généralement c'est super drôle. Et donc Jordan Peele, peut-être on va mettre un lien, on pourra mettre un lien, ouais. Jordan Peele a sorti un film qui s'appelle Get Out, et c'est un thriller psychologique. Et alors c'est pas du tout un genre sur lequel on l'attendait, évidemment, puisque le précédent film du duo c'était Keanu
un film avec un chaton qui a la voix de Keanu Reeves, donc pour te donner un peu la différence. Get Out, c'est un thriller psychologique et en fait le point de départ, c'est un jeune couple, Rose et Chris, qui sortent ensemble depuis 4-5 mois et arrive le moment où Rose veut présenter Chris à ses parents, mais il y a un détail, c'est que Rose n'a pas dit à ses parents que Chris était noir alors qu'elle est blanche. Et ça, tu vois, c'est le point de départ. Ça pourrait être une comédie romantique à la con. Enfin, t'as des dizaines de comédies sur des principes comme ça. Moi, j'imagine bien une comédie en France de y en avoir des dizaines qui partent avec un père qui s'appelle Christian Clavier et qui s'appelle mais qu'est-ce que j'ai fait voilà, au bon Dieu, par exact. exemple. Ah bah voilà. Bon, écoute, je connais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais voilà, tu vois l'idée. Sauf que derrière, c'est pas du tout une comédie. C'est un thriller psychologique à moitié film d'horreur. Enfin, c'est incroyable. Le film est complètement maboule. Il a d'ailleurs un succès critique pour l'instant absolument parfait. Il est à 100% sur Rotten Tomatoes, bon pour ce que ça vaut, mais j'espère que ça sera suivi d'un succès public équivalent parce que le film le mérite. Le film est vraiment extrêmement bon. C'est réalisé avec un talent. Tu sens que le type, il aime les films d'horreur, il aime les films psychologiques, les thrillers psychologiques. Il y a vraiment une vraie maîtrise de la réalisation, une maîtrise des codes, une maîtrise du genre. Et là où c'est vraiment fou, c'est que il y a quand même de l'humour dedans. Et du coup, ça désarçonne le spectateur parce que t'as une scène archi creepy, méga glauque qui vient de se produire. Et là, immédiatement après, t'as une vanne pour un peu te refaire retomber un peu la pression. Et toi, tu vois, t'es un peu rassuré, donc tu rigoles nerveusement parce que, d'une part, c'est drôle, mais parce que t'en as besoin tellement t'es sur les gonds. Et c'est vraiment, mais vraiment très bon. Et si je dis que j'espère que ça sera suivi d'un succès public aux États-Unis, c'est parce que le film, à l'heure actuelle, n'a pas de date de sortie prévue en France, et à ma connaissance, n'a même pas de distributeur. Et je vous souhaite vraiment de voir le film en salle, donc il faut qu'il marche aux États-Unis pour qu'un distributeur français se penche dessus. C'est vraiment, pour moi, c'est un bon candidat au titre de film de l'année et je sais qu'on va parler c'est le nouveau It Follows. Ouais, It Follows, j'avais trouvé ça vraiment bien, mais pour moi c'était pas mon film de l'année. Ah non, mais It Follows c'était vraiment très 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 j'avais bien. beaucoup aimé It Follows, mais c'était pas mon film de l'année. Mais tu vois là, celui-là, Get Out, pour moi c'est un bon candidat. Alors je sais que dans le reste de l'épisode on va parler de tous les films qu'on attend. Et puis surtout un autre truc, c'est qu'on fait attention à la notion de film de l'année quand on est qu'en février. Ceci dit, La La Land c'est pas gêné pour le faire dès le 15 janvier. Oui, voilà. Ouais. Bon, tu vois, pour moi, Get Out, bon, j'ai pas vu La La Land, donc je vais pas comparer les deux, ça serait idiot. Mais Get Out est incroyable. Et voilà. Tu m'as un peu hypé et je viens de regarder un peu le IMDb et je suis hypé officiellement. J'ai envie de le voir. Et j'avais vu la bande-annonce, mais la bande-annonce finalement révèle très peu d'éléments de l'intrigue. La bande-annonce laisse assez de trucs en suspens pour que tu dises mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Je recommanderais quand même peut-être de ne même pas la voir. Je recommande d'entrer dans la salle, mais vraiment en sachant le moins possible. C'est pour ça que j'en ai dit le moins possible. C'est vraiment, il faut vraiment y aller avec un esprit bon, je sais pas dans quoi je m'engage, mais il faut y aller. En plus il y a Alison Williams. Il y a Alison Williams, il y a Catherine Keener, il y a vraiment des très très bons acteurs qui sont plutôt des habitués des seconds rôles d'habitude. L'acteur principal, pendant tout le film, je me suis demandé dans quoi je l'avais vu, et en fait, c'est l'acteur principal de l'épisode 15 Million Merits de Black Mirror. D'accord. C'est donc l'épisode avec l'espèce de télé-réalité où les gens ils courent sur des tapis roulants pour gagner des crédits pour participer à une sorte de X Factor. Et donc voilà, c'est lui l'acteur principal et de toute façon, ils sont tous très très bons. Y a rien à acheter. Voilà, j'ai fait très très long pour mes news, mais je voulais vraiment parler de Get Out, qui est mon coup de cœur. Et si un distributeur de cinéma français m'écoute, il faut absolument sortir ce film, et par pitié, pas avec un titre français de merde. C'est possible, tu serais surpris des gens qui nous écoutent et des retours qu'on a. Eh bah écoute, vraiment, Get Out, c'est... oh là là, mais... En fait, je vais aller le revoir, je pense, parce que c'est vraiment vraiment génial. Voilà, j'ai fait très très long, je suis désolé, c'est à toi Daniel. Qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines? Je suis un peu dans les cartons en ce moment, je suis en train de trier plus de 15 années, non, qu'est-ce que je dis, de 30 années de collecte en fait. Ah mais ça, et de mettre ça dans les cartons. Tes cartons de jeux vidéo m'ont vendu du rêve. La carte de garde même. Oui, sur Instagram, je mets des vidéos de
du reboxing, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé, où littéralement, je redécouvre des trucs. Genre, il y a vraiment des ports d'étagères que j'avais jamais vus, en fait. Ça fait plus de 10 ans que je les ai jamais vus. Et pour avoir vu tes étagères, je comprends tout à fait comment c'est possible. Et ouais, il y a vraiment c'est n'importe quoi quand j'y pense. Ce matin, j'ai été obligé de jeter des jouets, parce que je me disais, bon, c'est pas la peine de garder c'est cet Odin de Final Fantasy décapité. J'ai beaucoup de Satan Petit Cœur décapité aussi. Et je voulais parler d'un truc dont j'ai pas parlé en fait dans les épisodes précédents. Et j'ai revu une bande-annonce au cinéma. Et en fait, c'est la bande-annonce après coup où ils rajoutent un micro-trottoir de gens qui l'ont vu. Et c'est la bande-annonce de 50 Shades Darker. Oh là là. Donc 50 nuances plus sombres, ce qui est pas du tout la bonne traduc, mais pourquoi pas. Et donc 50 Shades Darker, donc 50 Shades of Grey 2. Et les gens interrogés, ils disaient non mais le premier c'était un peu de la poudre aux yeux, mais là c'est un vrai thriller psychologique, vraiment on rentre au plus profond des personnages. Et en fait j'allais rien dire de ce film. Putain, tu vois, on parle tous les deux d'un thriller psychologique. avant d'avoir vu cette bande annonce et ce truc complètement bidon avec les bandes annonces micro trottoirs, c'est les pires. Ouais. Et alors, tu te rappelles de celle de Camping 3 après la première? Oui, il y a celle de Camping 3, avec mais les gens à la sortie du ciné. Et en ce moment, il y a Et si j'étais un homme, la comédie d'Audrey Dana, où il y a aussi beaucoup de micro trottoirs. Celui-là, j'ai très hâte que tu en parles. Ouais, bientôt dans MDR. Et là, en l'occurrence, 50 Shades Darker, ce qui se passe, c'est que il y a plein de points de climax et d'anticlimax qui sont débunkés tout aussitôt. C'est-à-dire dès qu'il y a la moindre soupçon d'intrigue, en fait, tout d'un coup, au bout de 2 minutes, c'est débunké. Je te donne un exemple. Vas-y. Elle est à une expo photo, l'héroïne, donc Anna. Le Grey arrive là, donc le méga beau gosse et en même temps richissime gars, il lui dit viens on va manger, et elle dit non, et lui dit viens on va manger, elle fait bon d'accord j'ai faim, et les gens ont rigolé dans la salle. Les gens rigolaient dans la salle, et c'est à peu près tous les enjeux de ce film sont débunkés au bout d'une minute. À un moment, il lui fait rencontrer sa vieille maîtresse qui l'a initiée au SM, qui est jouée par Kim Basinger. Donc, tu sens qu'elle a des impôts à payer. Et alors, elle fait, ah non, mais je veux plus qu'on la voie. Du coup, on la voit plus du film. C'est vraiment, c'est d'une notion d'enjeu narratif absolument stupide. Ouais. Et le moment le plus ridicule, c'est le moment où, tout d'un coup, il y a un accident d'hélicoptère. Alors, Grey, donc, qui pilote l'hélicoptère, a un accident. Et là, elle regarde le truc à la télé, genre, oh non, mon Dieu, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mon chéri, et ils sont tous en train de pleurer. Cette scène dure 2 minutes et demie, et puis là, tout d'un coup, t'as l'ascenseur qui s'ouvre, et Grey sort de l'ascenseur et dit, désolé, il m'est arrivé un pépin. Ah ouais. Ouais, tu vois, genre, ce film n'est pas écrit par un être humain normal. C'est un fanfic. Déjà, à la base, c'est un fanfic. C'est un fanfic. C'est un fanfic de Twilight, qui a été réadapté. Voilà. Et ça se voit parce que il y a aucun enjeu narratif, en fait. Le seul enjeu, c'est, on va ressortir ensemble, et ils le ressortent dès le début ensemble, et c'est putain de tout. Mais tu sais, je pense qu'en plus le film est certainement très fidèle du bouquin, parce que les bouquins sont écrits avec le cul. Je me rappelle à l'époque, c'était Bulbeuse, je crois, qui tweetait des captures d'écran de son Kindle, mais c'était à se pisser dessus de rire tellement c'était nul. Et alors je vais te dire un truc, la séance a été transcendée, puisqu'à un moment, c'est un mec assez connu dans le réseau UGC, quoi. Il traîne dans les ciné UGC. Il doit avoir la carte illimitée lui aussi, je pense. Ouais, il a un rire de canard. Et il a un rire de canard, et genre quand il se met à rire, toute la salle se met à rire. Déjà la salle riait pas mal, et vraiment j'ai beaucoup plus ri que n'importe quelle comédie cette année. En fait, il y avait une nana devant moi, et je riais tellement qu'elle s'est retournée genre oh là là, il déconne un petit peu. Oh, il fait chier à rire. Non, en fait, et elle a souri du genre bon, je comprends quand même, c'est vraiment de la daube. Mais il faut la comprendre, elle est venue regarder son mommy porn, et puis toi tu rigoles. Et là, j'en reviens au mec en canard, c'est qu'à un moment, il lui montre des boules de geisha, et là, elle fait, ah non, ça va pas dans mes fesses. Et là, genre, il y a un moment, genre un petit blanc, et là, tout d'un coup, le mec qui rit en canard, il fait, dans la salle, et je peux te dire que tout le monde riait, ça a transcendé la salle.
si un jour vous rencontrez ce mec, je veux le rencontrer en vrai, en fait. C'est pas un clodo qui traite de ça dans salle, c'est un vrai gars qui a un rire de canard. Et voilà, et donc je t'ai à peu près résumé tout le film. À la fin, il y a une demande en mariage et ouais, à un moment, elle se fait agresser. Non, pas agresser, elle se fait. Si, elle se fait agresser sexuellement par son. Enfin, il y a vraiment. Attends, je sais plus si elle se fait agresser ou si elle se fait. Il y a vraiment un coup de son patron, puisque à un moment l'enjeu c'est, elle est assistante et puis alors son patron lui fait du gringue. Il dit je te veux. Elle se casse. Et là, elle dit à Gray, non, lui, il a essayé de me pécho. Gray, il remonte, enfin, son assistant, il remonte. Le mec est viré le lendemain, il a racheté la maison d'édition. Et là, c'est aussi le monde du travail de 50 Shades of Grey. C'est ça, elle prend sa place directement. Il y a personne d'autre. Elle est assistante, quoi. Et le mec, il est éditeur en chef, quoi. Et elle prend sa place. C'est le monde de l'édition. Donc, en plus, tu vois, vraiment, le copinage, vraiment, il y a personne d'autre plus apte pour ça. Et on lui donne sa place parce que, elle connaît les dossiers, c'est son assistante. Genre, non, ça se passe pas comme ça. D'accord, ouais. Tu sais, le patron d'EDF, la personne qui va le remplacer, c'est pas son assistante, hein, c'est un autre mec du board. Mais pourtant, Daniel, elle connaît tous les dossiers. Et tu vois, donc tous les climax sont comme ça, et je me suis gardé le meilleur climax pour la fin. C'est celui un peu érotique, un peu sexuel. Voilà. Puisque ça va ken, comme on dit. Et alors là, voilà, je te sens tout excité. Ah bah, et alors là, prépare-toi, il lui bande les yeux. T'as jamais vu, hein, genre, waouh, attention, justement, et Kim Basinger, peut-être que c'est pour ça qu'elle a signé, s'est dit, une séance de bandage des yeux, j'ai fait ça il y a 30 ans, t'inquiète pas. et là, donc, il lui bande les yeux, et là, il lui attache les mains, et là, attention, summum de l'érotisme, il lui met de l'huile de massage. Oh, mais ça va loin! L'huile de très très loin! Et attention, là, il la saute, encore une fois, en levrette. Non, pas en levrette, pardon. Qu'est-ce que je dis? Il lui fait un missionnaire. Et c'est le film où j'ai vu le plus de missionnaires de ma vie. J'ai jamais vu ça, quoi. Genre, parce que dans les pornos, c'est pas la position c'est pas la plus mise en valeur. Et là, c'est le film des missionnaires. C'est d'un plan. C'est, et genre, je me suis dit, oh la merde, on est en train de nous vendre le climax. Là, genre, j'hallucinais dans la salle, j'étais en train de me dire, le climat sexuel de ce film, c'est encore une scène de missionnaire avec de l'huile de massage, quoi. De qui se moque-t-on? Donc, et alors, si je peux te dire un truc, c'est que il y aura un 3, puisqu'à la fin, il y a le Némésis qui la regarde et qui brûle une photo en disant je me vengerai. Mais littéralement, c'est Gargamel, c'est Gargamel chez 50 Shades of Grey. C'est nul à yesh. Je ne recommanderai jamais ce film, sauf pour rigoler. Et alors, si vous avez le mec qui rit comme un canard à côté de vous, vous allez passer un très 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 bon moment. Ah bah oui, j'imagine. Voilà, moi aussi, je crois que j'ai été un petit peu plus long que d'habitude, mais écoute, c'est pas grave, c'était une reco. Ouais, mais alors, c'est un peu difficile quand même. Il faut booker le mec qui rit comme un canard, pour être avec toi dans la salle. Donc c'est quand même un peu compliqué, comme. ou des gens qui rigolent bien. Je pense qu'un petit peu bourré, ça peut être pas mal. Écoute, je sais pas si je pousserais le vice jusqu'à aller voir 50 Shades 2. Surtout que j'ai pas vu le 1, alors sinon je comprendrais pas. Et puis, voilà. J'ai pas mon assistante pour m'expliquer les dossiers non plus, donc ça risque d'être compliqué. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Mon camarade Quix, je sais que t'en as rien à foutre, mais il y a eu les Césars il y a quelques heures à Paris. Mais oui, c'est vrai. T'en as rien à foutre, officiellement. Ouais, j'en ai rien à foutre, mais on peut quand même en parler. Eh ben, écoute, non, on va pas en parler. Non, on va pas en parler. Et le César et les Oscars, on enregistre quelques heures avant les Oscars. C'est une manière de regarder dans le rétroviseur et de repenser à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on a vu, à tout ce qu'on a manqué aussi. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Et nous, on va faire exactement le contraire. C'est-à-dire, on va regarder on va regarder ce qui nous attend cette année, on va le classer un peu pour nos attentes, on va se dire ce qu'on en pense, et se dire surtout est-ce que ça nous excite, est-ce que ça nous donne envie de regarder. Et
et déjà, on va laisser de côté tout ce qui est déjà sorti. Donc, alors, j'ai une acceptation très large du sens du mot blockbuster. Moi, c'est film d'action, film d'entertainment, tu vois, du moment que ça explose, du moment qu'il y a un héros, enfin, tu vois, un arc narratif de héros. Voilà, c'est ça c'est comme ça que je les classe. Les films d'action, les blockbusters. Ça veut dire que j'inclus Alien dedans. Est-ce que ça veut dire que tu inclus Collide dedans? Et on va y arriver. Donc tu l'inclus, ok. J'ai fait une préselec, j'ai fait une préselec, donc. Ok. Et, alors donc, juste pour dire, depuis le début de l'année, on a eu quand même, dans le genre un peu, gros sabot, on a eu Triple X Reactivate. Tu sais, le Fast and Furious du pauvre, version Lidl. Ouais. Sauf que, bon, j'ai fait l'impasse dessus, je me suis dit, je vais me les regarder les deux, coast to coast, quand ils sortent en DVD. Il y a eu Resident Evil, chapter final, donc, dont tu ne vas pas entendre parler. Ouais. Il y a eu un Underworld. Il y a eu Underworld Blood Wars, donc avec beaucoup de combi cuir, avec comment elle s'appelle déjà? Kate Beckinsale. Est-ce que c'est pas la seule raison pour laquelle les gens vont voir ces films, voir Kate Beckinsale en combi moulante? Tu sais quoi, c'est très bizarre parce qu'avant, ça me suffisait pour faire un film, ça me suffisait pour justifier ma séance. Et aujourd'hui, bah ça a changé. Je peux plus, genre ça me suffit plus. Tu n'es plus un ado, Daniel. C'est ça qui a changé. Et ensuite, on a eu La Grande Muraille aussi, qui est aussi quelque part un blockbuster venu de la Chine. Qui vient tout juste de sortir aux US d'ailleurs. Il est voilà. sorti longtemps avant en Europe. Ouais, il est... Après, les hasards des sorties. Il y a eu Lego Batman The Movie, dont on a déjà abondamment parlé. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier, puisque à un moment, je vois arriver dans ma boîte aux lettres un putain de Lego. Et c'est toi, en fait. Tu m'as offert un Lego. Le Lego dont on a parlé à l'antenne, tu m'as offert le bateau, le 4005. Et c'est vrai que dans les messages, tu fais « Oh là là, il y a un auditeur qui m'a envoyé un Lego !» Et là tu fais « Mais comment il a eu mon adresse ?» Et c'est là que je me suis dit non, en fait c'est moi, Daniel, c'est moi, t'inquiète pas, il y a pas de problème, tu n'es pas en danger, c'est moi. Mais je te remercie pour ce Lego. Ça me fait plaisir. Il y a John Wick 2, qui est un peu notre select. Oui, notre reco. Ce sera Marocco, je vais en parler plus tard. Donc si vous voulez, on va en parler vers la fin de l'épisode. Voilà. Et puis il y a aussi Logan que j'ai déjà vu. Alors oui, Logan n'est pas sorti par contre, donc lui il sort normalement le jour de diffusion, donc je ferai une reco sans spoiler à la fin de l'épisode, et j'en ai abondamment parlé dans nos ciné. Ah donc du coup, oui, Logan on l'inclut pas parce que tu l'as vu du coup. Non, on va pas bah non, j'ai déjà vu, donc je fausse le truc, quoi. Ouais, non, mais c'est logique. Et par contre, le premier film dont on va parler, et ça, je l'ai pas encore vu, c'est Kong Skull Island, donc le reboot de King Kong. Alors, qui se déroule en théorie dans le même univers partagé que le Godzilla de Gareth Edwards, on est d'accord? Ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, alors j'ai vu avec des affiches... Samuel Jackson, Brie Larson, John C. Reilly avec une barbe, Tom Hiddleston, et donc c'est une espèce d'assemblage composite pour un reboot genre survitaminé de King Kong, quoi. Alors j'ai vu des affiches effectivement parce que habitant à Los Angeles, en fait la majorité des billboards, des affiches, c'est pour des séries ou des films. C'est un truc qui n'est pas, enfin c'est pas le cas dans d'autres films dans d'autres villes des États-Unis, mais c'est un truc qui est un peu spécifique à LA. Il y a des affiches pour des films et des séries partout. Et donc oui, j'ai vu du Kong. Moi, j'ai même pas vu le King Kong de Peter Jackson, donc si tu veux, je pourrais pas comparer. Est-ce que je sais pas si j'ai vraiment, je crois que je m'en fous en fait. King Kong, c'est plus un truc qui me. Godzilla me branche plus que King Kong en fait. Moi, j'irai le voir, mais parce que je suis en manque de Godzilla en fait. C'est ça le truc. Ouais. C'est que en attendant qu'il y ait un nouveau Godzilla, King Kong je prends, quoi. Ouais, mais là, tu vois la créature en elle-même, je suis plus Team Godzilla que Team Kong. Peut-être que j'irai, je sais pas si des copains ont envie de se faire une virée cinoche, je les accompagnerai, mais je m'en fous. C'est pas, j'ai pas d'a priori négatif non plus, hein, c'est pas un truc que j'attends avec impatience. Puis je sais pas, le casting, oui, le casting est sympa, mais c'est qui le réal? C'est un Yes Man ou c'est quelqu'un qui a C'est Jordan Vogt Roberts. Je n'ai jamais entendu parler de ce type, donc ça se trouve. Je pense que malheureusement c'est un mec qui a été avalé par la machine trop tôt, je pense. Ouais, c'est possible. Et s'il avait du talent maintenant, il va falloir travailler avec un studio. Juste pour situer ça, si tu habites en France, au même moment, tu peux aussi voir je les ai pas choisis parce que c'est pas vraiment des
des films d'action. Il y a Track à Boston de Peter Berg, qu'on déteste particulièrement avec papa, si tu le sais. Alors je sais que vous détestez Peter Berg, moi j'ai détesté Hancock comme vous, enfin non, j'ai bien aimé le début d'Hancock et pas du tout aimé la fin d'Hancock comme vous. J'ai pas entièrement détesté The Kingdom. Ah ouais, moi j'ai plus d'affection pour Battleship, tu vois. Alors Battleship c'est un nanar, du coup Battleship tu rigoles devant. The Kingdom en fait, le film en lui-même a rien de génial, mais il y a quelques scènes d'action qui sont quand même assez maboules et ça m'a permis de pas passer un trop mauvais moment en fait. Mais Peter Berg, je sais pas. Et si tu habites en France aussi, il y a le blockbuster à la française, c'est Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos avec Nicolas Bedos. Et je pense pas que t'aies vu la bande-annonce. J'ai tweeté la chance. J'ai pas vu Billboards. J'ai tweeté la bande-annonce, mais sans aucun commentaire. Je crois que Nicolas Bedos me follow. En fait, peut-être que Nicolas Bedos nous écoute. Ça a l'air. Un de mes potes l'a vu. Il m'a dit c'est ma boule de mégalo. Ça a l'air consternant. La dernière phrase du trailer, c'est sa nana. Pardon. C'est sa nana qui pleure et il fait pourquoi tu pleures et fait parce que c'est beau. Tu vois, genre, d'accord. Le mec fait méta-commentaire de son film. Bon, allez, zappons, passons à la semaine. Kong, toi, tu l'attends ou pas? Modérément, mais bon, on verra. Lui, genre, ça va être mon blockbuster intermédiaire et je pense que beaucoup de gens l'auront oublié d'ici la fin de l'été, en fait. Ça va être un casse-dalle, quoi. Ouais. Clairement, si tu sors ton film en mars, en général, quand t'es un gros studio, c'est vraiment que t'essayes d'en profiter. Ouais. Juste après, on retrouve The Lost City of Z de James Gray. Et James Gray, c'est pas un mec qui fait des films d'action, mais c'est un film d'aventure, donc je le classe un peu là-dedans. Ouais. Et c'est adapté d'un bouquin que j'adore, d'un mec j'avais recommandé un autre bouquin justement dans After Eight ou dans Super Ciné. C'était The Devil and Sherlock Holmes, qui est un bouquin que j'adore. Et Lost City of Z, c'est super aussi. Et je l'attends parce que c'est James Gray, parce que j'adore James Gray. Et les échos sont c'est vraiment de très 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 bons échos sur ce film. Alors écoute, tu m'as hypé, je n'avais jamais entendu parler de ce film. J'adore The Yards et j'adore We Own the Night, surtout We Own the Night. Ah, tu m'étonnes. Non mais The Yards, c'est génial aussi, c'est très très bien aussi. Bah moi, de toute façon, c'est quand tu vois The Yards et We Own the Night, moi c'est peut-être pas les films qui m'ont fait aimer Mark Wahlberg acteur, mais j'adore Mark Wahlberg. Mais il a un potentiel quand tu vois Mark Wahlberg quand il est bien dirigé, il est génial. Il m'a fait aimer Charlize Theron, il a eu Early Charlize Theron actrice. C'est vrai. C'est vraiment dans The vraiment Yards. James Gray est un putain de réalisateur et j'espère qu'il va deliver. Écoute, le même jour en face, il y a le Claude Lelouch. Je n'ai pas le droit d'en parler. Ah oui, tu as un NDA sur le Lelouch. Non, j'ai pas d'NDA, mais je l'ai vu. Et je ferai de commentaires jusqu'à sa sortie parce que je suis poli. D'accord, très bien. Du coup, The Lost City of Z, dont je n'avais jamais entendu parler, oui, maintenant tu me l'as hypé, parce que c'est James Gray, comme tu dis. Donc, du coup, oui, je l'attends. Et je l'attends plus que Kong. Alors, on se téléporte, donc, The Lost City of Z est notre film le plus attendu. On zappe un petit peu. Donc, on fait un petit classement à la Super Ciné Battle, sur nos attentes. The Lost City of Z, et ensuite Kong. Voilà. Et on va pas le faire tout le temps, on va le faire bilan à la fin. Non, on fera le bilan à la fin. Ensuite, on zappe La Belle et la Bête parce que c'est pas dans notre rayon, on va dire. Non, il est sorti aux US en plus. Ah ouais. On zappe aussi Brimstone, qui est plutôt un western thriller. Et on se téléporte en fin mars, où l'on aura un film adapté d'un manga et d'un animé qui s'appelle Ghost in the Shell. Oh là 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 là. Alors, tu veux commencer ? Non, commence-toi, parce que j'ai un affect très particulier avec Ghost in the Shell, comme tu sais. J'ai un affect très particulier avec Ghost in the Shell aussi. À l'époque, je lisais la prépublication d'un Manga Player, donc autant te dire que ça date. J'étais dégoûté quand les volumes reliés sont sortis chez Glénat parce que c'était plus la même traduction et que je la trouvais moins bonne. Il paraît qu'il y a une perfect édition qui doit sortir chez Glénat bientôt, donc je regarderai si peut-être celle-là sera mieux. Ghost in the Shell, le film de Hoshi était une claque complète. Le premier surtout, je suis beaucoup moins fan du deuxième. J'adore les deux, moi. J'aime bien les deux, hein, mais le deuxième, je trouve que j'ai l'impression que dans une main, il a un livre de citations de Sun Tzu et dans l'autre, il s'astique pendant qu'il se regarde écrire le scénario et ça m'a un peu saoulé, quoi. Mais le premier... J'adore le 2, j'adore les séries, mais je te dis, je suis un peu jugé parti. J'ai traduit les séries. T'as traduit la série, voilà, Standalone Complex. Moi, j'ai pas vu du tout la série Standalone Complex.
Je me suis vraiment limité au matériau entre guillemets de base parce que j'ai quand même vu les films, mais Bah, c'est pas le matériau de base. Le matériau de base, c'est le manga. c'est le manga, voilà. Mais c'est pour ça. Quoi je qu'il me suis arrive, c'est limité- des adaptations. Et Le Ghost in the matériau Shell de base est pour moi c'est le vraiment... manga. Je me suis limité à ça et les films. Et Après, Ghost in the Shell, c'est vraiment du Hoshi, quoi. disons qu'il le a, ciné, voilà. voilà, le film Ghost in the Shell déjà, je vais pas dire trahi, mais est quand même assez différent. Enfin, sur la première moitié, c'est le manga, et ensuite ça part dans un truc qui n'est pas vraiment abordé dans le manga. Faut savoir que le premier film Ghost in the Shell, il adapte le premier chapitre du manga et point barre en extrapolant à fond, quoi. Il y a un truc qui m'exciterait presque dans ce film, et ce n'est pas Scarlett Johansson, encore une fois en combi. Je pense que là maintenant elle a signé pour En combi jusqu'à couleur la fin de chair sa- en plus ce coup-ci, donc jusqu'à la fin de sa vie pour être en combi latex. C'est la présence de Kitano dans le rôle d'Aramaki, et je pense que ça peut être insane. Ça Ouais, peut être, ouais. ça peut être Kitano en ma boule. Aramaki, mais faut voir. Moi, ce C'est qui le me fait seule peur, chose c'est qui me le sauverait, hein, pour moi. Ce qui me Parce fait peur, sinon- c'est que ça a l'air quand même d'être un gros film de studio, genre on a pris ce qui nous plaisait, on a polish et on a viré les trucs qui étaient un petit peu tordus, quoi, entre guillemets. Non, mais c'est un remake. Ça C'est a un l'air- remake du premier film, on dirait. Mais en fait, il y a des scènes où c'est du remake plan par plan et tu te dis mais quel intérêt. Et il y a des scènes où tu te rends compte qu'ils ont changé pour rendre le truc plus facile à comprendre, quoi. Mhm. Parce que voilà, déjà le manga était pas forcément évident. Les notes de bas de page dans Ghost in the Shell, c'est un truc, quoi. Faut voir une Mhm. BD où t'as des notes de bas de page à quasiment toutes les pages, et voire même à plusieurs fois par case. C'était déjà ma boule à l'époque. Oshi, c'est pas un film tout public. En tout cas le premier, enfin le deuxième non plus d'ailleurs, c'est pas des films tout public. Là, je pense qu'ils vont essayer de le rendre tout public et donc qu'ils vont le rendre con. Et c'est ça qui me fait peur. Bah, pour toutes ces raisons, on le met, je pense, tout à la fin de notre liste. Je crois que je préférerais voir Kong que ça. Après, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Hein. Là encore, c'est des extrapolations sur les trailers. On n'a aucune. Ah, c'est uniquement notre feeling et notre Voilà. ressenti du moment. C'est Euh, nos attentes en fait. C'est voilà. Si tu habitais en France ou que tu étais en France à ce moment-là, par accident, tu aurais le même jour ta Gangsterdam de Romain Lévy Oh merde. avec Kev Adams. Eh dont bien, les échos sont plutôt bons, mais après j'ai un peu du mal avec le. Eh avec bien, son si j'étais univers. en France, j'aurais peut-être la carte UGC illimitée, donc j'hésiterais. Allez, on se téléporte une semaine après et on se métamorphose avec Power Rangers de Dean Israelite, et toujours produit par Saban, qui depuis qu'il a repris la licence, a essayé de faire un dark reboot de Power Rangers. Je sais pas si le monde était prêt à avoir un dark reboot de Power Rangers qui ressemble bizarrement à Chronicle, mais Alors, c'est bizarre. en fait, j'ai vu les trailers de Power Rangers avant de voir Lego Batman, et c'était très drôle parce que juste après le trailer de Power Rangers, il y a eu un trailer de The Lego Ninjago Movie. Ah merde. Et en fait, le Lego Ninjago Movie, c'est limite une parodie de Power Rangers, donc c'était assez drôle de voir qu'ils se suivaient. Moi, j'étais pas fan de Power Rangers quand j'étais gamin parce que je trouvais ça nul que les Américains fassent une copie de Bioman en moins bien. À l'époque, je ne savais pas que toutes les scènes où tu les voyais en combi étaient pompées, étaient repiquées d'une vraie série japonaise. C'était du Ranger. Voilà. Et du coup, une fois que je l'ai su, j'ai trouvé ça encore plus nul. Genre, ah ouais, d'accord, donc en fait, ils veulent pas montrer des Asiatiques, donc ils préfèrent montrer des bons gros Américains qui mangent des burgers. J'avais trouvé ça catastrophique. Et puis, ouais, non, j'aimais pas. Et peut-être que j'étais déjà trop vieux aussi quand c'est sorti en France. Je pense aussi. Et oui, Et je me puis suis rendu il y compte avait que- l'humour Bulk et Skulk, tu vois. Ouais, voilà, ça l'humour me un peu, saoulait avec les deux bullies, en fait. C'était deux c'était bullies. vraiment des bullies. Et je me suis rendu compte depuis que je vis ici qu'il y a vraiment un culte Power Rangers aux USA parce que eux, Bah, ils ont c'est- quasiment pas connu le Sentai à part Power Ils Rangers. ont pas connu le Sentai, et surtout, ça a été le premier Sentai de toute une génération. Voilà. Et ils ont fait comme au Japon, c'est-à-dire, chaque année, ils prenaient la série d'une certaine année, et ils l'adaptaient en américain, et ils ont fait ça pendant 14 saisons au début, et puis là, ils ont recommencé. Donc ouais, non, c'est un truc qui peut durer au Japon. Au Japon, ça fait des décennies que ça dure. Il y a un- Et là, le fait qu'ils essayent d'en faire un film, c'est qu'ils veulent honnêtement plus d'argent. C'est ça, c'est Bien sûr. vraiment, Bien sûr. c'est qu'avec un film, tu te fais vraiment beaucoup plus de thunes, quoi, si ça marche. Mais dans le même temps, l'époque s'y prête. C'est l'époque des films sur les licences des années 90 ou des reboots de licences des années 80-90. Ah bah, il voilà. y a eu Jem et les hologrammes. Allez, maintenant, on bascule dans les années 90. Voilà. Un autre truc Je qui me fait- l'attends moins que
Je l'attends encore moins que Ghost in the Shell, moi. Non, moi je l'attends moins que Kong, mais je le mets au-dessus de Ghost in the Shell. Ouais, moi je l'attends encore moins de Ghost in the Shell et je vais te dire pourquoi. Le réalisateur, c'est le mec qui avait réalisé Project Almanac. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Ok, c'est bon. Power Rangers, c'est dernier. Voilà. Project Almanac, c'est un film en found footage de voyage dans le temps qui est produit, je crois qu'il est produit par Michael Bay. Et à l'époque, ça m'avait été un peu survendu. Genre, ouais, non, c'est bien foutu et tout. C'est nul à yesh. C'est bourré d'incohérences du début à la fin. Ça tient mais jamais la route et c'était vraiment une déception épouvantable. Donc du coup, tu vois, même avec Bryan Cranston en Zordon, ben non, Power Rangers c'est non. Donc voilà. Écoute, il peut créer la surprise quand même. Oui, écoute, en attendant rien, tu peux être que agréablement surpris, mais pour moi c'est tout en bas de mes attentes, vraiment. Une semaine après, Fast and Furious 8, donc Day One. Ouais. Ah ouais, toi Day One. Ah bah moi Day One, je pense honnêtement Daniel, non. on peut le dire, on va pas gâcher la surprise. Je pense que pour la sortie de Fast 8, il faudra faire un super Fast and Furious Battle. Oui, c'est sûr. On est en train de se les refaire avec papa. Voilà, on sait très bien. Moi je me les étais tous faits avant d'aller voir le 7 parce que moi j'avais abandonné après le 2. Et puis comme tout le monde, mais c'est le Singleton. Et puis des potes qui avaient continué m'ont dit non mais en fait ça devient vraiment super chouette. À partir du 5, à partir c'est du l'explosion. 5. Voilà. À partir du 5. Le 4 en fait reboot la série et le 4 est déjà le meilleur des 4 premiers. Et à partir du 5, puis devient... le Tokyo il est cracra. Le Tokyo il est Tokyo c'est mais on va pas spoiler le Super Fast and Furious Battle, mais je pense que le Tokyo il va aller assez bas. Mais, ouais, moi j'aime bien Tokyo, je préfère Tokyo à 2. Hein. Ah non, moi je préfère encore le 2, mais on en parlera à l'occasion. Le 2 il est... Bon allez, écoute, on exposera nos arguments le moment venu. Ce qui est important dans Fast and Furious, c'est qu'ils ont compris la recette. Ils ont compris ce qui marche. À chaque fois, il faut faire plus grand, plus ouf, et dans celui-là, ils ont mis un sous-marin. Voilà. Et quand à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait absolument qu'ils se prennent, enfin qu'ils démultiplient le second degré et les cascades et les explosions, c'est là où la formule a trouvé où la série a trouvé sa formule. C'est que les mecs c'est des surhommes, c'est limite des super-héros quand tu vois les cascades qu'ils font et tout. Ils sont invincibles, immortels, c'est ce qui fait le sel du truc. T'y vas en sachant que tu vas pas réfléchir, tu sais très bien ce que tu vas avoir quand tu vas voir un Fast and Furious. Et ouais, depuis le 5, c'est des films, c'est des blockbusters popcorn super efficaces, complètement cons. Et c'est des surhommes, c'est des surhommes, c'est des super-héros. Ouais. Y a aucun doute là-dessus. Et ouais, vraiment, c'est du divertissement pur, mais c'est du divertissement qui est rigolo. Le seul truc que je pourrais peut-être peu... c'est de la série B avec $200 millions de budget. Ouais, c'est qu'ils foutent à chaque fois plus d'argent. Le seul truc que j'ai un petit pressentiment sur celui-là, bah déjà, c'est réalisé par un mec qui est pas... C'est le mec qui avait fait Straight Out of Compton, je crois. Je sais plus. Attends, je vais regarder, je vais vérifier. Non, c'est le mec de Straight Out of Compton. Et aussi un autre truc, c'est que c'est des films qui durent 2 heures. Et je pense que il faut un peu les raccourcir un petit peu pour essayer de retrouver un équilibre. Et j'en peux un peu plus des blockbusters de 2 heures. Mais le même jour, si tu habites en France, tu as un peu le blockbuster à la française. Tu as un peu l'héritier du DCU, c'est-à-dire le Dupuis Cinematic Universe. Oh merde. Tu as Boulet Bill 2. Oh merde. Boulet Bill 2 avec Mathilde Seigné qui soft reboot Marina Foïs et Franck Dubosc, et je te conseille de voir le trailer parce que c'est fou. On voit le cul de Franck Dubosc qui, je te rappelle, Franck Dubosc joue Roba, le père, le créateur de Boulet Bill en fait. Ouais, c'est le film est méta. Je pense que tu en avais déjà parlé dans un précédent épisode d'After Eight, je ne sais plus dans lequel, donc les auditeurs n'auront qu'à réécouter les 32 épisodes d'avant, pour dire que Boulet Bill c'était un film sur le malaise de la banlieue plutôt que d'être une comédie, ce qui est assez ouf. C'était un film qui a été écrit par des auteurs des Guignols époque nul à chier, donc ça aussi c'était pas forcément vendeur. Et je l'ai toujours pas vu, moi, le premier Boulet Bill. Je pense que je ferai l'impasse sur le deuxième aussi. Alors, je te rappelle que le 1, le highlight, c'est quand même un chien qui fait l'amour à une tortue. Oui, voilà. Et le chien est doublé par Manu Payet, quoi. Et ouais, voilà. genre, c'est trop de trucs à... Je pense que tu as parfaitement résumé la raison pour laquelle je ne veux pas voir ce film. C'est beaucoup de malaise, et si tu aimes Boulet Bill, c'est très compliqué. Si tu aimes la banlieue aussi, d'ailleurs. Donc ouais, Boulet Bill 2, je pense que je passerai mon tour. Fast 8, pour moi, il va tout en haut. Ah, il va au-dessus de Lost City of Z? En fait, c'est dur parce que Lost City of Z, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai rien vu.
Ok, donc, ok, on met Fast and Furious 8 au-dessus de Lost City of Z. Ça me fait un peu mal aux fesses, mais en même temps, Lost City of Z, ça peut être, ça passe ou ça casse. Le Alors truc, que si tu veux, c'est Fast que... and Furious 7, tu peux difficilement être déçu par l'offre que tu as, quoi. Voilà, Fast 8... C'est genre, tu sais ce que tu vas voir, quoi. Fast 8, je sais déjà ce que je vais voir avant même de l'avoir vu. Alors ça peut paraître paradoxal, mais j'ai quand même envie, quoi. Ouais. Je- C'est nos envies du moment, hein. C'est comme ça qu'on... Ouais. C'est l'épisode de nos envies. Est-ce que Fast 8, mais de toute façon, Fast and Furious, c'est vraiment le plaisir coupable absolu, quoi. Ouais. Tu sais que c'est des films complètement cons, mais tu prends ton pied en les voyant, quoi. je me suis tâté pour rajouter Life Origine Inconnue, donc un thriller dans l'espace avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson. Le trailer m'intrigue beaucoup. Et je suis Le très problème, curieux. c'est que je pense que c'est un thriller de l'espace, et maintenant, comme l'espace, c'est le dernier endroit qui fait un peu rêver, et c'est genre, c'est vraiment, c'est la last Final Frontier. Donc du coup, ils téléportent tout dans l'espace, et je pense que tous ces trucs auraient pu être sur Terre, mais ils se disent, si ça a marché avec Gravity, on l'envoie dans l'espace, et puis on verra si le film est honnête. C'est vrai qu'il y a un mix entre Gravity et Alien. Écoute, comme on va classer Alien, Moi, je suis pas contre classer Life. Hein. je pense qu'on met Life, et Moi, je vais Life, le mettre en dessous de The Lost City of Z. Ah ouais, d'accord, bon, écoute, Life. C'est là que je le mettrais. D'accord. Non, le trailer m'a bien intrigué quand même. Hein. Je l'ai vu au ciné là, il y a pas très longtemps. Semaine d'après, Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, Les Gardiens de la Galaxie 2, mon deuxième Marvel préféré, la suite de mon deuxième Marvel préféré. Ouais. Toujours par la même équipe. Donc par le même réal, avec la même équipe. Moi, je l'attends. Le trailer ne m'enthousiasme pas, parce Je que ne le l'ai trailer, pas regardé. c'est que les mecs qui gueulent, et qui font ah, ce n'est pas très intéressant. Écoute, tu sais que les trailers du premier film m'avaient pas forcément vendu non plus le truc. Non, ouais, parce que en fait, on aurait dit une espèce de footage promo un peu naze. Donc, ouais, je pense que, mais le problème, c'est que je pense que ça va quand même être très conventionnel. Ça va être un film Marvel. Et moi, j'aime Donc, les films Marvel quand ils sortent des conventions. C'est pour ça que Iron Man 3 est mon Marvel préféré. Mais voilà, Gardien de la Galaxie est mon deuxième Marvel préféré. Écoute, j'ai quand même espoir que James Gunn aura... Parce que voilà, il a tellement cartonné avec le premier qu'il a peut-être eu un peu les coups des franges pour celui-là. Déjà qu'il avait eu assez les coups des franges pour le premier, ce qui était surprenant pour un Marvel. Je pense, tu sais, qu'il s'attendait pas à ce que le film cartonne. Il s'attendait à faire, bon allez, on va faire ça dans un coin. C'est une petite licence, c'est une petite franchise qui est beaucoup moins connue. Donc on va lui laisser un peu faire ce qu'il veut. Ça a surpris Marvel, qui au Voilà. même moment rachetait, se faisait racheter par Disney, et Disney venait de racheter aussi Star Wars, et ils avaient un film clone, quoi. C'était, Voilà. Si tu regardes Guardians of the Galaxy, c'est clairement ça vit Star Wars. Même Marvel pourquoi- s'attendait et- pas à ce que ça marche autant, je pense. Et pourquoi même Guardians of the Galaxy est meilleur que tous les épisodes de la préquelle de Star Wars, c'est qu'il y a un Han Solo. Il y a un Han Solo, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un au sein du film qui se moque du film. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'esprit Star Wars. Et ouais, donc du coup, je l'attends. Hein. J'ai volontairement pas vu le trailer. Je l'attends moins que Fast 8. Ouais, je l'attends quand même pas mal. Je suis curieux parce que ça restera un bon moment, je pense. On va le mettre sous Lost City of Z, mais au-dessus de Life. Ouais, voilà. Nouveau film à voir, et je l'ai mis comme ça, c'est un film de guerre, mais il est avec John Cena et Aaron Taylor Johnson. Et c'est surtout une réalisation de Doug Liman, à qui on droit... les Bournes et The Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, voilà, c'est surtout à celui-là que je pensais. Donc, Et le premier Bourne. peut-être qu'il est capable de faire quelque chose. Et c'est The Wall, c'est l'affrontement entre des soldats américains et un sniper irakien. Et pourquoi pas? Bah pourquoi pas, ouais. Puis Doug Liman, j'ai de l'affection pour Doug Liman parce que le premier Bourne... c'est lui qui a fait le dernier Bourne aussi, je crois, non? Attends, Greengrass. je veux être sûr de ce qu'on dit parce que... doute là. Parce que justement, non, film series, on va vérifier. C'est Doug Liman, il a fait le premier. Il a fait que le premier, et c'est Greengrass qui est revenu pour le dernier. Oui, c'est Greengrass. Ah, c'est Greengrass qui a fait le dernier en date? D'accord. Ouais. Ok, bon, ça va alors. Oui, Doug Liman a fait le premier Bourne, ça j'en suis sûr, et il a fait Edge of Tomorrow. Donc ils sont deux films que j'aime beaucoup, donc oui, pourquoi pas. Hein. Après, je suis pas forcément fan de tout ce qu'il a fait non plus, mais par exemple, je suis pas forcément fan de Fair Game ou de Jumper.
Mais, Est-ce on le met au-dessus de Guardian of Galaxy quand même? Je sais pas. Toi, tu le mets au-dessus? Ouais, je le mets au-dessus quand même. Ok, bon, allez, vas-y. Les trailers qui montraient rien du film de Guardians m'ont pas emballé, c'est juste pour ça. Mais il y a des trailers pour The Wall ou il y a quoi que ce soit? Ouais, il y a un trailer. Bon, bah écoute, je regarderai le trailer. Ouais, allez, on va le mettre au-dessus. Pourquoi pas. J'ai confiance en mon Gadoug parce que Edge of Tomorrow, c'est un de mes films préférés de ces 10 dernières années. Au mois de mai, on a Ridley Scott qui revient avec Alien Covenant. Et je l'attends. Et je fais partie des très rares personnes qui ont pas détesté Prometheus et qui j'ai pas défendront détesté Prometheus malgré son scénario complètement à chier. J'ai pas scénario à chier écrit par une personne avec qui tu partageais l'urinoir de ton travail. De mon travail, bah toujours hein, parce que il est toujours à bosser. On va dire son nom. Bah Damon Lindelof, il bosse toujours sur The Leftovers saison 3. A priori la série se termine après la saison 3 donc il ne va plus partager les mêmes toilettes que nous mais oui, écoute, Prometheus, moi j'ai pas passé un mauvais moment. C'est vrai que le scénario était con comme la pluie, qui était bourré d'incohérences complètement débiles. Mais ce qui fonctionne dans Prometheus, c'est la production value, mais voilà, c'est les décors, visuellement il est ouf. C'est le fait que moi c'est même pas impressionnant, c'est intimidant. L'endroit est intimidant et ça Ridley Scott il sait faire. Le problème de Ridley Scott, c'est que c'est un mec qui est à la poursuite de ses premiers grands films. Bah il veut refaire Alien en permanence quoi. C'est un mec qui a fait deux films cultes, absolument cultes, c'est-à-dire Alien et Blade Runner, et il a fait un excellent film pour moi qui est Thelma et Louise. Jane. Non, et depuis il court un peu après. Et attends, c'est quoi l'autre film t'as dit qui était bien? Thelma et Louise. Ah oui, Thelma et Louise. Bah écoute, j'ai pas détesté Gladiator, hein. J'ai trouvé ça un peu long, mais j'ai pas trouvé que Gladiator était un mauvais film. Oui, je dis un truc, c'est que là on a que les dates de sortie, mais on n'a pas les durées des films. Tu vois, si tout d'un coup tu me dis Alien Covenant, il dure 2h50, je fais ah non, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu le risque. Prometheus c'était long, hein, je crois, il durait 2h30 et quelques, je sais plus. Dans notre liste, je regarde Guardian of Galaxy volume 2, je mettrais quand même au-dessus de Guardian of Galaxy volume 2. Tu le mets au-dessus? Ouais. Je le mettrais en dessous. Parce que tu penses qu'on va moins rigoler. Ouais. Ok. Après, je sais que toi, t'es pas client, mais moi, j'ai beaucoup aimé The Martian. Ah ouais, ok. Donc, si tu veux... Non, mais j'ai de l'affection pour Ridley Scott. Mais je l'attends quand même, et je le mets en dessous de Guardians of the Galaxy parce que je pense qu'on va moins rire. Mais je l'attends quand même fermement. Alors, une semaine après, et là, à partir de ce moment-là, on a les sorties US, mais on n'a plus les sorties françaises, donc je peux plus vous faire. Il sort en même temps que Spirou et tout ça. Ça fait plusieurs films que tu l'as pas fait. Hein. Je suis un peu déçu. Moi, j'attendais avec impatience de savoir quel était le pendant français. Ah bah écoute, en même temps que Alien Covenant, c'est Vive la crise de Jean-François Davy avec Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard. Et c'est un film sur la crise avec Jean-Marie Bigard avec un katana. Et le trailer est archi malaise. Ouais, il faut absolument que les gens le voient. Donc, parfait. J'ai envie de dire. Une semaine après ce film, c'est King Arthur, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, et qui est réalisé par Guy Ritchie. Donc ça va être épileptique. Alors, moi je pardonne énormément à Guy Ritchie parce que je suis extrêmement fan de Lock, Stock et de Snatch et de quasiment rien de ce qu'il a fait après. Mais là, ça va pas être possible. Là, il a son Sherlock Holmes qui fonctionne. Alors oui, parce que c'est comique, parce que tu rigoles, parce que c'est Robert Downey qui fait n'importe quoi. Mais même Rock'n'Rolla, j'ai pas trouvé ça détestable, surtout par rapport aux autres films qu'il a fait avant. Mais et puis les Sherlock Holmes, je les aime bien, mais ça reste des films complètement mineurs et pas. C'est de l'entertainment rigolo pour moi. Alors que je voue vraiment un culte au dialogue de Snatch. Pour moi, Snatch, tu peux coter quasiment tout le film, tous les dialogues sont fantastiques. Et puis Lock, Stock, pareil. Moi, je te juge pas, tu es mon ami. Mais là, le King Arthur, j'ai l'impression... Honnêtement, j'ai vu les trailers, j'ai l'impression de voir un Uwe Boll. Vraiment, quoi. Le trailer, ils sont horribles. Avec Jude Law en méchant, là. C'est pas possible, mais vraiment, quoi. Pour moi, c'est du niveau... C'était quoi les films que Uwe Boll a fait? C'était Under Siege ou Blood Rain, je sais plus, qu'il a fait dans une ambiance un peu arthurienne. Enfin, c'était, mais... Oh là 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 là. Je le mets au-dessous de Kong. Je le mets quasiment... on a quoi tout en bas? Kong, Ghost in the Shell et Power Rangers. Je le mets juste au-dessus de Power Rangers. Non, je le mets au-dessous de Power Rangers. Tu le mets en dessous de Power Rangers? Bah, on le met tout en bas alors du coup.
Ouais. Allez, le Allez. roi Arthur. Allez, dernier. Oh, le roi Arthur est dernier de notre attente. Et je te dis, j'ai de la sympathie pour Guy Ritchie, vraiment. Hein. Je veux, mais là, c'est pas possible. Et alors là vient, tu sais, un moment où parfois je mets en pause l'enregistrement, pas enregistrement, mais je me mets en pause moi-même, puisque je dis à papa, papa, alors là, c'est un film, je connais pas. C'est Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Et je suis absolument inculte en Pirates des Caraïbes. Je crois que j'en ai vu un et je sais plus lequel. Et j'en ai strictement rien à foutre. Et maintenant, en plus que Johnny Depp, il les fait vraiment pour la thune. Enfin, genre, à partir vraiment, du 3e, voit, il quoi. les fait pour la thune, hein, donc. Ouais. Écoute, Au début, c'était sympa parce qu'il les faisait un peu pour ses enfants. Écoute, j'ai vu les 3 premiers. Ouais. J'ai adoré le premier, vraiment. C'était une excellente surprise parce que d'une part ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un film de pirates de qualité parce que Rainy Harlin avait tué le genre avec l'île aux pirates. Du coup je m'attendais vraiment à rien et c'était une excellente surprise le premier parce que oui il y a Johnny Depp qui cabotine à mort mais le rôle s'y prête et c'était très drôle et plutôt bien fait. Et Oui, puis, il y avait c'est un Geoffrey pirate. Rush. C'est un pirate joué comme Keith Richards, quoi. Voilà, et c'est de toute façon il s'en est jamais caché. Keith Richards qui fait un caméo ensuite dans un film suivant. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. C'était le premier film de Keira Knightley. Donc à l'époque je me suis dit oh là là qu'est-ce qu'elle est jolie. Et là je m'étais rendu compte qu'elle était plus jeune que moi. Et là je me suis dit oh putain ça y est c'est foutu. Les acteurs ils vont commencer à être plus jeunes que moi. Ça m'avait fait bizarre. Elle était pas plus jeune que toi, elle était beaucoup plus jeune que toi. Et même pour Johnny Depp, il disait, c'est pas possible. Genre, il y a vraiment, maintenant, il dit plus ça, hein, parce que depuis ses récents ennuis, là, je crois qu'il est en roue libre. Mais voilà, j'avais pas détesté le deuxième, j'étais beaucoup moins fan du troisième, le quatrième, j'y suis même pas allé. Autant dire que le 5, je n'ai rien à cirer. Je le mets au-dessous du roi Arthur. Ah, je le mets quand même pas en dessous parce que je pense que ça sera meilleur. Mais j'ai alors je mets pas plus envie de le voir, hein. Pirates des Caraïbes 5. Ouais, je sais même pas qui le réalise. Je crois pas que ce soit Verbinski, donc. Non, c'est un duo. C'est Joachim Ronning. Je sais pas ce qu'il a fait. Et c'est un réalisateur de Marco Polo. Et Espen Sandberg, qui est aussi un réalisateur de Marco Polo. Je n'ai pas la chance de les connaître, donc écoute. Et je les plains parce qu'ils sont broyés déjà par la machine. Ah oui, en méchant, il y a Javier Bardem. Et c'est pas la peine de vous exciter, les loulous qui est amateur de Javier Bardem à juste raison. Il sera sans doute grimé. Il sera sans doute des 10 milliards de masques. Donc, on laisse tomber Pirates des Caraïbes 5 ou 6, je sais plus lequel. Ouais, moi j'en attends rien, donc j'ai même pas envie de le voir. On se téléporte en juin, et là, c'est le premier gros battle. La même semaine, il y a 2 gros films qui sortent. Il y a Wonder Woman de Patty Jenkins, donc c'est le retour du DCU. Ouais. C'est le premier film du DCU de l'année. Et je veux dire, au point où on en est, la surprise, ça serait que ça soit pas merdique. Bah ouais, c'est ça. La surprise, ce serait que ce soit pas nul à chier. J'en attends rien. Les trailers me font un peu peur. Je trouve que c'est grotesque d'avoir changé l'époque de Wonder Woman. Ouais. Première Guerre mondiale, ça n'a aucun sens. La Première Guerre mondiale n'est pas... En plus, bon, alors, on parle pas juste on parle pas d'histoire, on parle pas aussi de... on parle juste cinématographiquement, la Première Guerre mondiale, c'est pas très intéressant. C'est des guerres de tranchées, et pourquoi diable tout d'un coup les Américains iraient chercher Wonder Woman. Voilà. Et après, je veux dire, derrière la caméra, Kubrick, il te la rend intéressante la Première Guerre mondiale, mais Patty Jenkins, je sais pas. Et en plus ça c'est l'interrogation, c'est que Patty Jenkins, elle a réalisé un film. C'est pas un Monster. blockbuster d'action. C'est Monster. Oui, je pense qu'elle elle va être complètement guidée. Mais après, elles sont tous guidées en termes pour les effets spéciaux. Je veux dire. Oui. Faut pas oublier que Kenneth Branagh a réalisé Thor, quoi. Faut pas oublier ce genre de choses. Et c'était épouvantable. Moi, j'aime bien le côté peplum sitcom de Thor. Ouais, je sais. Puis t'as une petite affection pour le personnage. Moi, j'ai détesté le premier Thor, vraiment. Puis je pas aimé le deuxième non plus. Mais là, j'y crois très très peu. Mais j'y crois suffisamment peu pour le mettre au-dessus de Ghost in the Shell. Et je le mets au-dessus de Ghost in the Shell, mais de peu. Écoute, je suis pas contre. Moi, j'ai de l'affection pour Gal Gadot parce que... Oui, elle pourrait être très bien dans son rôle, mais le problème, c'est que j'adore le mec qui joue le Superman de Man of Steel. Il est super bien. Il est parfait dans le rôle, ouais. Il est parfait dans le rôle. Le problème, c'est que le rôle est nul depuis 2 films. Il est calamiteux. Déjà, Man of Steel est Ayesh, mais en plus Batman v Superman, c'est 10 fois pire, quoi. C'est fait par des gens qui littéralement n'aiment pas Superman. Donc je me demande s'ils aiment autant Wonder Woman, quoi. Bah écoute, on verra. Alors voilà, comme tu l'as dit, la surprise ce serait que ce soit pas nul à chier. On verra bien, hein, mais c'est vrai qu'au niveau attente, ça va pas très haut, quoi.
Tu le mets au-dessus Et- de Ghost in the Shell, toi, quand même? Ouais, je le mets au-dessus de Ghost in the Shell parce que Ghost in the Shell, ça a l'air vraiment du screen by screen des films et ça m'intéresse pas. Ok. Et- Ok. Et attention, la même semaine, il y a La Momie, le reboot de La Momie, avec Tom Cruise. Et Russell Crowe en méchant. Et tu sais quoi? J'ai envie de voir ce film. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air débile. Alors, Ça- Écoute, je vais te suivre là-dessus. Je n'ai vu aucun film La Momie de la série d'origine. Aucun. Non, mais on s'en fout. T'as pas besoin. Non, y a mais pas c'est de- juste pour situer un peu. Donc, tu vois, autant dire que celui-là, je pourrais ne pas l'attendre, mais il y a fucking Tom Cruise. Alors, Et alors, malheureusement, je suis curieux. malheureusement, à la réalisation, c'est Kurtzman. Donc c'est pas mais lui, c'est un screenwriter, lui, c'est pas un. C'est un screenwriter, c'est celui qui a écrit les Star Trek, les Transformers, Ah, ouais. il a écrit un peu de Mission Impossible. C'est pas un très très grand scénariste, on va même le dire comme ça. Mais Il est rarement tout seul en plus sur les scénars. Généralement, Ouais. ils sont, Oui, ils il y sont a- plusieurs. ils Tu sont vois jamais plusieurs. Kurtzman tout seul dans la liste. je pense que tu penses à Star Trek. Star Trek qui en Bah, le l'occurrence, premier- il est écrit par Kurtzman, Horthy et Lindelof, tu vois. Voilà, Lindelof. On y retourne. Toujours dans les bons coups, toujours dans la même pissotière que Quicks. Mais moi, j'ai de l'affection pour Damon parce que je suis fan de Lost, je le rappelle, donc ce n'est pas grave. Ouais, mais bon, oui, il suffit de faire une bonne œuvre pour que ça soit ok pour moi. Voilà, mais... moi ça me suffit. Mais écoute, je préfère voir The Mummy que Life, c'est sûr, voilà. Mais je presque Ah ouais, que plus- Life. Ah, tu le mets assez haut quand même. Ah ouais, non, mais attends. Ah, il y a un truc. Est-ce que tu as vu Moi, le je trailer? pense que c'est ton amour pour Tom Cruise qui te fait Ah ouais, perdre non, la non. raison. Complètement. Mais est-ce que tu as vu le trailer? Il y a un trailer qui a fuité où il n'y a pas la musique. Où il n'y a pas la musique. Ah Il y a oui, juste- je l'ai vu, oui. Il y a juste les cris. Il y a Tom Cruise qui fait. Ouais, c'était assez affreux. Oh là là. Et Tu sais quoi, mine je de l'ai enregistré et tu sais quoi, je vais le si je vais essayer de trouver la moyen de le rediffuser si jamais c'est plus sur internet. Ah non, bah non, Mais- ça s'est fait dégager assez immédiatement. Mais c'est génial ici. Il y a un mec qui avale littéralement une chauve-souris, il fait "Va!" Mais ça montre bien l'importance d'une bonne musique et d'un bon sound designer dans un film, quoi, parce que sinon C'est clair. ce serait un peu la cata. Écoute, tu le mets au-dessus de Life. Allez, pourquoi pas. Moi, je t'avoue que je suis un peu plus Est-ce intrigué qu'on le par met Life parce que je suis fan est-ce de qu'on le met Gravity. au-dessus de Alien Covenant? Non. Faut quand même Non. faut quand même pas déconner. Mais parce que on sait que ça va pas être un grand film, mais c'est peut-être moi ça va me donner du matos pour rigoler, quoi, c'est surtout ça. Ouais, bah pourquoi pas, écoute. Je pense que si tu le vois en repensant au trailer sans la musique, il y a moyen que tu rigoles. Oui, ah non, mais je pense que En Je ayant, pense que en ayant ce truc en tête, faut voir. Allez, pourquoi pas. Mais c'est pas un truc que j'ai vu. allez, on avance un tout petit peu et on arrive déjà à juin, donc on est vraiment au cœur des blockbusters de l'été. Là, le 21 juin sort Transformers The Last Night. C'est non, pour moi. Et alors Transformers The Last Night, moi je vais les voir, mais à chaque fois c'est nul. Et à chaque fois c'est pire. Et à chaque fois c'est toujours la même daube. Et Écoute, en même temps, je les ai tous vus. J'ai presque de l'affection pour le premier parce que j'étais content de voir des robots géants se taper sur la gueule. Donc Et du le coup, premier, j'avais fermé les yeux sur les défauts parce qu'il est quand même bourré de défauts. Il est limite illisible à plein de moments. Le deuxième est une catastrophe mais épouvantable. Alors attends, me lance pas sur le listing parce que le deuxième c'est celui où il y a un robot qui pète Et où il y a les qui a des couilles. Il y a les couilles de robot, mais le troisième Le troisième et est le deuxième- interminable. le troisième c'est interminable. celui où Optimus Prime abat un mec de dos qui le demande en pitié. Voilà. Mais donc, genre, et est-ce que c'est il ça, le les héros qu'on décapite veut quoi. Non mais oui, il le c'est- décapite. C'est Et voilà. il dit un truc genre Justice has been served. Non Un mais truc voilà, comme ça. et les C'est nul à Transformers, yesh. les films Transformers, Optimus Prime est un héros qui exécute froidement un type qui est désarmé, Mais- qui a ses pieds, qui peut plus se battre quoi. Enfin Est-ce c'est que tu te souviens du twist du 3 où en fait ils se font passer pour morts puisque Ouais. leur fusée se fait exploser, Ouais. ils se font passer pour morts et là la ville de Chicago est complètement ravagée par les Decepticons. voilà. Et là ils Mais font ensuite- vous avez besoin de nous, on vous est- voyez. On n'était pas morts, ils se battent contre des Decepticons. Ils les battent mais ils disent "Vous voyez, vous aviez besoin de nous. On a laissé Chicago On a se laissé faire 3 détruire." millions de gens mourir avant mais Mais, Non, mais mais c'est- c'était pour c'est votre horrible. bien, c'était pour vous montrer que, en fait, vous avez besoin de nous. c'est pas les Transformers, c'est le- vraiment, et le c'est 4, des- je l'ai c'est vu des dans fils de l'avion. pute, les Transformers. Ouais. le 4, je l'ai vu dans l'avion, c'est te dire, parce que j'avais envie de voir des robots dinosaures et qu'il y avait pas grand chose d'autre qui Et branchait.
Et il dure Et plus c'est de nul. 2 heures. Et c'est long. Et c'est long, et c'est long. Et la scène des dinobos, je me dis, oh là là, ça va être mortel. Et tu sais, ce qui me terrifie, c'est que, en plus, on va peut-être en reparler un jour si on fait un Transformers, Ciné Battle. Et essayez d'insister pour que papa ait envie de le faire. C'est qu'on a plein de choses à dire. C'est que ces mecs-là, en fait, essayent de faire des films des frères Cohen, mais avec de l'action. Si tu regardes, ils récupèrent toujours Ils récupèrent les acteurs, ouais. Ils récupèrent les acteurs du monde, des mecs que t'as plus l'habitude de voir dans les films Des frères Cohen. des frères Cohen. Genre, il y a John Turturro, Ouais. il y a Stanley Tucci, enfin, genre, et à chaque, genre, il y a Steve, enfin, tu vois, c'est vraiment des gueules. Il y a dans Steve tous les Buscemi. Steve Buscemi, je sais plus s'il était dans Transformers ou dans un autre film de Michael Bay. Ah non, il est dans Armageddon. Ouais. Il est dans Armageddon, mais tu vois, c'est la même daube. Il est pas dans un Transformers. Tu vois, il pourrait y être que ça me surprendrait pas, en fait. C'est ça le truc. Je sais plus. J'ai un doute, peut-être qu'il y est... Attends, rappelons que le méchant de Transformers 3, c'est Patrick Dempsey. Attention, ça c'est en dit Patrick long, quoi. Dempsey et Leonard Nimoy qui se fait décapiter, donc. Voilà. C'est horrible. Je crois que le 2 est quand même le pire. Ah, mais le 2 est le 3 pire. Mais le 3, il y a un message tellement dégueulasse derrière que c'est Le juste- 3 est c'est- tellement Oh dégueulasse. là là. Écoute, Bref, moi ça va tout en bas. Mais alors vraiment. Mais Ah je ouais, crois que je vraiment préfère voir Power Rangers à ça. Mais sans ah ouais, problème. bon. Ouais, ok. Transformers, au-dessus de Roi Arthur. Je crois que je préférais voir le Roi Arthur que Parce qu'en fait, le Roi Arthur, j'ai encore espoir que ça dure pas 3h40, alors que Transformers... Mais c'est- Transformers, Sérieux, dernier- le 3 durait 3 heures, quoi. C'était, mais pas possible. Est-ce que tu as vu c'est Red Letter Media, ils ont fait une vidéo où ils se regardent les 3 Transformers en même temps. Oh Et là là. ce qui est génial, c'est que presque à la seconde près, les films sont synchro et ils te filment et t'as les mêmes stock shots, quoi. Et c'est du foutage Genre, de gueule. stock shot sur les fesses du principal personnage féminin. Non, mais genre, il y a les mêmes zooms, il y a la même vision du satellite, il y a la même scène d'action où ils tournoient sur eux-mêmes. C'est nul à yesh. Vraiment, il y a, série horrible. Ouais. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est que le 1 qui était produit par Spielberg, il y avait des petites pointes de Spielberg gris, genre, quand les Transformers se cachent dans la maison, genre, chut, Ouais, fais pas ouais. trop de bruit. Non, et ça, c'était assez rigolo. Le 1, j'ai de la sympathie pour, alors que je reconnais que c'est pas un grand film. Et j'avais pas passé un mauvais moment au Cinoche. Mais c'est juste, non, c'est terminé, quoi. Mais Spielberg, je crois, est toujours producteur exécutif Ouais. sur, sur non, mais bien sûr. toute la série, hein. Bah, ça fait des études. On zappe Baywatch, que j'attends pas trop, mais il est pas vraiment. Mais pourquoi on le zappe? Moi, je veux pas le Tu zapper. veux Je l'attends, Bon, moi, d'accord. Baywatch. Oui, en plus, il y aura de l'explosion. Tu l'attends? Bah, il y a Dwayne Johnson, et puis c'est Baywatch. Et puis, allez. Alors- moi, je mets une pièce sur un caméo de David Hasselhoff à un moment ou à un autre. Donc, ouais, moi, je l'attends. Moi, j'ai un problème avec ce film, c'est que c'est un film de Zac Efron et il ressemble à tous les films de comédie de Zac Efron, dont celui où il joue avec son grand-père qui est joué par Robert De Niro Dirty et Papi. Dirty Grandpa et qui lui met un doigt dans le cul. Et je pense que Je crois pense que qu'on on a parlé de Dirty Grandpa pendant nos top flop 2017. Oui, donc j'ai peur parce que Zac Efron, mais Dwayne Johnson et puis honnêtement, moi je te dis, si j'ai l'espoir qu'il y ait un caméo de David Hasselhoff, j'attends ce film. Alors, je regarde dans la liste, je vois Wonder Woman. Je pense que ça peut aller autour de Wonder Woman. Ouais, voilà, ouais. Est-ce que j'ai Je pense plus que d'espoir pour ça que pour Wonder Woman? Moi, j'ai plus d'espoir pour ça que Wonder Woman. Au moins, je Allez. pense qu'ici, il y aura de la vanne. Ouais, allez, il y aura de la punchline dans Baywatch, au-dessus de Wonder Woman, allez hop. Hop, allez, on zappe encore un petit peu. Ah, que c'est excitant. Allez, on est en juillet. Mhm. Spider-Man revient. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. J'ai énormément d'espoir et j'ai extrêmement peur d'être déçu. Je pense qu'ils sont partis sur de mauvaises bases en essayant de le fusionner avec Tony Stark, en fait. Tu penses qu'il y aura trop d'Iron Man dans le film? Il y a trop d'esprit d'Iron Man, tu vois. Ouais. Il y a... C'est un personnage qui, pour moi, fonctionne toujours très bien solo. Et je pense que déjà, Spider-Man n'est pas un bon personnage d'équipe. Et en plus, ils ont foutu un mec lambda, comme la dernière fois. La dernière fois, c'était Mark Webb, là, c'est John Watts. Voilà, j'ai un problème avec déjà les bases, les fondements de ce reboot, où c'est littéralement Tony Stark qui tape à la porte de Peter Parker, qui lui dit « Je te fabrique ton costume, je te fabrique tes items ». Et ça enlève quand même le côté génial de Peter Parker. C'est ça qui est aussi important. Ouais, c'est que c'est un génie. Et c'est un truc qui avait même été oublié par les films de Sam Raimi. Hein. C'est que c'est un génie. Et là, tout d'un coup, il avait la toile qui lui sortait des mains. C'est un des rares trucs qui était fidèle dans les films de Mark Webb, c'est que il se construisait lui-même sa toile, qu'il était assez balèze pour le faire.
Et c'est vrai que Mais là, ouais, il dans se l'a Sam Raimi, construit. c'était Là, il se l'a complètement construit, mis de côté. là, c'est Tony Stark qui lui construit. C'est Tony Stark qui le file, ouais. J'ai un problème aussi avec la Aunt May. J'ai déjà un problème avec la Aunt May qui est T'as un Marissa problème Tomei. avec Sexy Aunt May? Ouais, j'ai un problème avec Sexy Aunt May. Je pense pas que Aunt May, ça doit être quelqu'un sur lequel tu peux te projeter amoureusement. Et là, Marissa Tomei, c'est pas possible. Elle est trop belle pour le Bah rôle. oui, on est tous amoureux de Marissa Tomei, donc ça va être compliqué. Oui, Aunt May, ça doit être une vieille dame, c'est juste pas possible. C'est la figure maternelle. Bah écoute, après peut-être que s'il la surmaquille en lui mettant une perruque blanche, moi je sais pas. Dis-moi un endroit où tu la vois dans la liste. Tu vois ce Je le Spider-Man. mets quelque part dans un ventre mou au milieu. Moi, je le mets sous la momie, parce que je pense que la momie, au moins, me donne plus de Tom Cruise. Parce que Tom Cruise. Moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le personnage de Spider-Man, mais Ah non, mais attends, c'est un de mes super-héros préférés, sinon Ouais. avec Batman. Mais bon, allez, ok, en dessous la momie, ouais, pourquoi pas. je préfère que mes attentes soient basses plutôt que et tu vois, et c'est ça l'effet Super Ciné Battle, c'est qu'on fait des épisodes longs. Bah oui, on est déjà, là, on est en train d'exploser un peu notre temps habituel. Mais Je ne sais pas, bon, c'est toi, pas grave, c'est il nous reste toi des qui- films, donc vas-y. C'est toi qui fais la technique d'After Eight. Semaine d'après, il nous reste quelques films encore. Semaine d'après, il y a Dunkerque de Christopher Nolan, et je l'ai mis parce que quelque part Christopher Nolan, c'est le Spielberg de toute la génération suivante, de la génération 2000. Oh la vache. Non, alors, Oh mais là là. quand on va reparler dans Super Ciné Battle, c'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement factuel. C'est que pour toute cette génération, de ceux qui sont nés autour des années 2000, ce mec-là est leur Spielberg. C'est l'usine à rêve telle que Spielberg l'a été pour eux. C'est juste un jugement presque factuel, hein, tu vois. Maintenant, Christopher Nolan, est-ce qu'il peut encore se sortir, est-ce qu'il peut encore il m'intéresse toujours cinématographiquement, quoi. Il y a toujours au moins une offre. Ah mais je suis pas anti-Nolan, hein, surtout pas. Hein. Moi j'ai apprécié, j'aime Inception, j'ai bien aimé ses Batman à part le 3e. Enfin voilà, j'ai pas de problème avec Nolan. J'aime le Prestige, enfin j'aime Memento, enfin voilà. Bon. Il y a un Dunkerque, problème avec. Non mais tu sais, je l'attends, hein, Dunkerque. Hein. Moi je suis, en fait, je suis assez content parce que la bataille de Dunkerque, c'est un pan qui est assez méconnu mine de rien de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Même en France, il y a plein de gens qui connaissent pas l'histoire. C'est clair. J'espère que le rôle des soldats français ne sera pas escamoté dans le film parce que c'est ce qui me fait un peu peur après avoir vu le trailer. Ah bah non, ce sera. Il y a un Français, quoi. Mais il faut savoir que à New York, il y a une statue avec une plaque qui rappelle que si les États-Unis ne parlent pas allemand, c'est grâce au courage des soldats français à la bataille de Dunkerque. Donc mine de rien, c'est quand même un truc qui est important. Ça sera très American-washé, évidemment. J'en ai un peu peur. Ou plutôt UK-washé, puisque Christopher Nolan est britannique. Ouais. Mais ce film m'intéresse plus que Alien Covenant, parce que pourquoi ? Parce que je trouve que au moins Nolan là, il va être dans le pas dans le présent, mais dans le réel. Il y a un moment là, il peut plus faire on se téléporte à Gotham City, il peut plus faire c'est l'amour qui va sauver l'humanité tout entière. C'est plus ça, il est obligé de s'occuper de ces gens, de ces soldats, et je pense que ça peut être intéressant. Et bah ouais, bah tu le mets où du coup ? Je le mets au-dessus de Guardian of Galaxy. Alors c'est sûr que on va pas se marrer autant que devant Guardians of the Galaxy. Écoute, ouais, pourquoi pas. Moi, je t'avoue que je vais pas dire que je suis en manque de films de guerre parce que je vais passer pour un psychopathe. Mais, Non, j'adore les films de guerre. Moi, je suis en manque toujours de films de guerre. Je suis en manque de western qui sont des films. Moi, je te dis psychopathes. le simple fait que ça mette en lumière ce pan qui est mine de rien méconnu de l'histoire française et tout, voilà, avec le bémol en espérant qu'ils escamotent pas mine de rien le sacrifice des troupes françaises parce que les troupes françaises se sont sacrifiées pour permettre aux autres de s'enfuir. Je pense que tu vaut mieux lire un bouquin d'histoire si tu veux vraiment avoir le... Oui, bien sûr, mais j'espère que ça sera pas, tu vois, trop en retrait par rapport au reste. Tu vois, j'ai pas envie qu'ils nous fassent une Pearl Harbor parce que le Pearl Harbor de Michael Bay, on rappelle que l'attaque de Pearl Harbor, c'est les 45 premières minutes du film, et ensuite c'est comment on va y retourner pour péter la gueule aux Japonais pour se venger, et à la fin t'as l'impression que les Américains ils ont gagné la bataille de Pearl Harbor, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est allé super vite. Hein, Voilà. Donc moi, l'arc narratif de la guerre et de la. Mais moi, bon, c'est Michael Bay. Hein. Voilà, c'est pour ça que Pearl Harbor est un étron épouvantable, et moi j'ai pas envie que tu vois, j'ai peur que Nolan fasse ça. J'ai un peu confiance que Nolan est beaucoup moins con que Michael Bay et fasse pas ce genre de conneries, donc j'ai peur de ça. Mais ouais, je l'attends. Allez, on le met là. Au-dessus de Guardians of the Galaxy, c'est très bien. Autre film très attendu en juillet,
Valérian et la cité des 1000 planètes. Donc Valérian et Laureline, mais là c'est Valérian tout court. Ouais, et puis de toute façon, Et donc, Laureline, c'est je Cara t'ai dit- Delevingne, donc si tu veux... Je t'ai dit qui Honnêtement. réalise. Je t'ai dit qui réalise. C'est Luc Besson. C'est Luc Besson. C'est une de tes passions. C'est notre passion. C'est vrai que j'avoue que Luc Besson, c'est un... Ah, mon petit Luc. Est-ce que tu l'attends? Non, évidemment que non, mais j'irai Bah, le voir, voilà. bien sûr. T'iras le voir? Ouais, moi je sais même pas si j'irai le voir. Ah si, j'y vais le voir Tu parce sais que... que le dernier film de Luc Besson que j'ai vu au ciné, c'était Le 5e élément, donc ça date un peu. Hein. Ouais. Ah oh putain, oui, donc oui, t'as pas vu Angela, tout ça, quoi. Non, j'ai vu Lucie dans l'avion. Je te rappelle que j'avais Ouais, extrêmement oui, c'est vrai. honte de regarder Lucie dans l'avion. Et d'ailleurs, entre Le 5e élément et Lucie, je crois que j'ai rien vu de Besson. Et il va falloir que je me rattrape, mais je sais qu'on On va se rattraper. a des petits projets sur le sujet. Valérian, bon non, moi j'irai pas au ciné, moi, parce que j'en ai rien à cirer. Mais mais en termes d'attente, si jamais t'es dans l'avion et t'as le choix entre Wonder Woman, Ghost in the Shell, Power Rangers et Pirates des Caraïbes, tu choisis lequel? Pirates des Caraïbes. Ah non, mais je veux dire, lui, tu le mets où par rapport à tout ça? Ah, par rapport à tout ça, Valérian, Je te rappelle que Pirates des Caraïbes est au-dessous de tout ça. ouais, mais c'est parfait pour un film d'avion parce que ça va Ouais. être un film où tu vois, je peux rater 20 minutes parce que je suis en train de manger et je m'en fous. Où est-ce que je Alors, vais mettre par non, rapport à stop. ça Réfléchissons une seconde. Est-ce que tu penses que Valérian sera mieux que Ghost in the Shell? Putain, c'est dur, hein. C'est dur. C'est vraiment dur. Écoute, j'ai envie de dire que généralement Besson c'est quand même pas un mec idiot et il sait s'entourer. Je pense que le production value Ouais, voilà, sera c'est peut-être ça. plus intéressant. Et puis Mézières, mine de rien, voilà, je respecte l'œuvre d'origine. On a déjà vu Et ce que ça avait donné dans le 5e élément. Il va être très respectueux de l'œuvre d'origine, je sais pas pourquoi. Bah, il était, ouais, voilà, ouais. C'était déjà super chouette. C'était déjà le meilleur truc du 5e élément. C'était les décors, c'était les costumes. Donc, je pense que ce sera de qualité. Besson, c'est pas un manchot non plus. Il sait quand même un peu ce qu'il fait. Après, c'est ce qu'il raconte qui m'intéresse pas, mais ça, c'est autre chose. Bah, écoute, je le mets au-dessus de Ghost in the Shell. Entre Wonder Woman et Ghost in the Shell. Tu sais que je le mettrais peut-être limite au-dessus de Wonder Woman parce que Wonder Woman visuellement ça a l'air moche. C'est à ce côté gris, tristou qui a été initié avec Man of Steel et que. D'accord, ouais, ok, d'accord. Ouais, Tu je vois, pense Valérian au moins il y a de la couleur quoi. Enfin. Oui, vraiment, comme on disait Valérian, peut-être que ça sera joli quoi. Ouais. Donc je le mets au-dessus de Wonder Woman moi perso. Le même jour en France sort Rock That Body, je viens de découvrir ça. Une comédie avec Scarlett Johansson et Zoé Kravitz. Et j'adore le pitch. 5 amis louent une maison sur la plage à Miami pour un enterrement de vie de jeune fille. Par accident, un stripteaseur est tué. Oh là là, ça a l'air. Ça c'est pas une comédie française par contre. Hein. Ah non, les stripteaseurs, c'est sûr que c'est aux États-Unis. La semaine d'après, on a Cars 3, mais bon, on va pas faire Cars 3 parce que... Mais tu sais que Cars 3, je l'attends. Alors que j'ai détesté Cars 2. Ah oui, mais ça a l'air d'être le dark reboot. Ça a l'air méga dark reboot. Mais oui, bon, ça colle pas trop avec la thématique. Combien de films reste-t-il, Daniel, juste pour avoir une idée? Attends, je décompte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 films. Putain, on va exploser nos records de durée. Les gens qui font du footing ne vont pas apprécier. Et donc 7 avec celui dont je vais dire le nom maintenant. Vas-y. C'est La planète des singes, Suprématie. De Matt Reeves, qui réalise depuis 2 jours Batman. C'est lui qui est chargé de réaliser Batman. Ouais. Le film autrefois réalisé par Ben Affleck. C'est pas lui qui avait réalisé Cloverfield? Si, c'est lui. Ok. Alors, et c'est pas un manchot, et en plus, au moment où il a repris La planète des singes, c'est devenu bien. Oui, c'est devenu bien, c'est devenu intéressant. C'est devenu intéressant parce que c'est le moment où... Alors, c'est lui qui a fait le remake de Let the Right One In de Morse. J'ai pas vu le remake, moi, donc j'ai pas tellement envie de le voir. Oui, parce que le deuxième, La planète des singes, on en avait déjà parlé. Le deuxième, Planète des singes, c'est celui où t'as un singe sur un cheval avec des fusils mitrailleurs, quoi. Et Ouais, c'est ça qu'on veut. Et où ils ont compris que ça servait à rien d'essayer de faire un truc un peu réaliste, serious business, parce que ça marchait pas du tout dans le premier film, parce que le premier film est débile du début à la fin, avec des incohérences mais grotesques scénaristiquement, avec des singes qui deviennent magiquement super intelligents, avec un singe qui, parce qu'il sait parler, sait comment fonctionne le réseau GSM. Enfin, tu vois, c'était mais d'une stupidité absolue, avec des personnages qui réagissent de manière incohérente. Et le deuxième a dit non, on va mettre un singe sur un cheval avec des fusils mitrailleurs. Et du coup, ça marchait mieux parce que c'est Matt Reeves.
Voilà, c'était plus assumé, c'était Et- genre, attendez, on a quand même un film avec des singes qui parlent, autant y aller à fond, et je trouve que Et ça marchait le méchant en plus de cet épisode, c'est Woody Harrelson. Et Woody Harrelson en Nemesis, en Nemesis face à des singes, je pense que ça peut être génial. mieux. Ça peut marcher, ouais. Et Donc, je le écoute, mets, je le ouais. mets au moins au-dessus de la momie. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je le mets, Alien Covenant m'intéresse comme un chouïa plus. Ah oui, non, quand je le mets même. en dessous d'Alien. Mais la planète des singes, donc. Et j'aurais jamais pensé ça, en fait, après le visionnage du premier film, en fait. Ah oui, non, mais après le visionnage du premier, j'ai dit, c'est censé relancer une franchise, ça? Non, mais c'est mort. Et le deuxième rattrape bien le coup. Ouais, Mais en fait, c'était c'est le un peu miracle. comme Fast and Furious, hein. À partir du moment où ils ont compris que, non, c'est pas, ce qui fonctionne, c'est d'y aller à donf dans la débilité et d'assumer complètement le propos idiot. Et ben, voilà, ça marche mieux. Je pense que le suivant, on va aller un peu vite dessus, c'est Dark Tower. Ah, la tour sombre. Avec Idris donc Elba. Ouais, qui s'appelle La Tour de Sombre en français, d'après les romans de Stephen King, Tout à fait. avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'adore les bouquins et je pense que ça peut faire un très beau film. Le seul truc, c'est que je connais pas du tout le réalisateur. Je crois que c'est encore un Danois. Oui, c'est un Danois. C'est Nicolas Charcel, en fait, en ce moment. L'année prochaine, c'est l'explosion des réalisateurs danois et norvégiens à Hollywood, quoi. Ils les reprennent tous. Ils vont tous les broyer et voilà, on sait ce que ça va devenir. Et écoute, alors moi, en fait, j'ai lu énormément de Stephen King et La Tour Sombre, c'est les seuls que j'ai jamais lus. J'ai lu The Gunslinger, le pistolero, qui est une introduction à La Tour Sombre, en fait. C'est la préquelle. Alors, écoute, moi, je suis pas du tout un lecteur de Stephen King, mais par contre, Dark Tower, j'ai lu. D'accord. Bah, tu vois, et en fait, c'est des romans qui tranchent radicalement avec son style habituel, vu que d'habitude, il fait plutôt de l'épouvante. Et là, La Tour Sombre, c'est plus orienté. C'est western. C'est western fantasy. Mais c'est western fantasy. Et le truc qui est intéressant en fait dans ce film, pourquoi je l'ai mis là-dedans, c'est qu'il y a Idris Elba. Et j'ai envie de voir Idris Elba dans plus de films d'action, quoi. Ouais, bah oui. Pas juste dans Bastille. Oui. Comment dire? Alors, ouais, La Tour Sombre, bah du coup, je sais pas quoi en attendre vu que je n'ai pas lu les bouquins. Je sais que ça fait partie des œuvres qui sont les plus appréciées de King, mais je sais pas trop quoi en dire. Moi, j'ai pas tellement. Je le mets entre La Momie et Spider-Man. Ah, au-dessus de Spider-Man? Vraiment? Ouais. T'as vraiment aucun espoir pour Spider-Man alors, hein? Je baisse mon espoir maximum. Mais c'est parce que tu fais une overdose de Robert Downey ou? Non, j'adore Robert Downey, mais le problème c'est que je pense que si tu me demandes là maintenant, je ne pense pas que ça sera un bon film. Quand j'ai vu le trailer il est réalisé, mais vraiment c'est une nullité. Ouais, le trailer est pas génial. Ok, bon, il y a plein de choses qu'ils comprennent pas sur le fonctionnement de Spider-Man. Ne serait-ce que, je comprends. j'adore en tant que personnage. Il y a un truc qui est important pour moi, c'est que c'est un personnage qui doit rarement poser les pieds par terre. Il est collé au mur, il est collé au plafond, mais c'est un mec qui va rarement sur le sol. Et là, quand il va voir les mecs, la machine à sous là, et enfin le distributeur de billets, et il les attaque. Enfin, il défend le distributeur de billets. Il est plan sur ses pieds, tout ça. Et ça a l'air vraiment pas très inspiré, quoi. Ok, non mais d'accord. Euh, Spider-Man. on zappe encore un petit peu, et là on va voir. Et là j'ai de moins en moins d'infos sur ce qui sort. Donc on zappe encore. Attends, je zappe, tu couperas. T'as plus du tout de film français là à nous proposer? Ah, j'en ai très peu, ouais. J'ai un petit Vincent. J'ai un petit film français à te proposer. C'est le 27 septembre. Il n'y a pas de concurrence américaine, donc là, il va winner sans aucun problème. C'est Le Petit Spirou, de Nicolas Barry, avec Sacha Pinot, Natacha Régnier et Pierre Richard. Alors, le Petit Spirou, je vais te dire, il y a un truc que je trouve bien, c'est François Damiens en prof de gym. Tout le reste, ça a l'air chaud. C'est compliqué. Hein. Ouais. Heureusement, une semaine après, il y a Blade Runner 2049. Et Blade Runner 2049, c'est un sujet de discussion. C'est est-ce que Denis Villeneuve va réussir le miracle, quoi? Bah voilà, moi j'ai foi en mon gars Denis. J'y crois. Je mets un billet dessus parce que Arrival c'était mon film de l'année 2016, parce que il a montré que il pouvait faire de la SF intelligente. Allez, moi j'y crois. Allez, mon gars Denis, la force est avec toi. Je le mets au-dessous de Lost City of Z, mais au-dessus de The Wall. Ah, remarque, non. Moi je l'attends vraiment beaucoup, moi, hein, honnêtement. Ouais, je l'attends presque plus que Fast and Furious 8, en fait. Ouais, moi ça me dérangera pas de le mettre tout en haut, vraiment. J'ai vraiment énormément d'attentes. Et le problème, c'est que le trailer me donne pas envie, mais c'est Denis, quoi. Genre, je suis prêt à regarder un film. Et en plus, il y a Harrison Ford qui est
insupportable aujourd'hui. Mais enfin, il m'intéresse plus en tant qu'acteur. Ouais, quoi. je pense qu'Harrison Ford aura pas un gros rôle dans le film. Enfin, j'espère. Non. La semaine d'après, il y a Kingsman. Kingsman le 2, le Kingsman Cercle d'Or. 2. Eh ben, écoute, pourquoi pas. J'ai bien aimé le premier. Ah non, moi j'ai pas du tout aimé le premier. Ah ouais. J'ai pas du tout aimé le premier. Et ce qui peut sauver ce film, à mon avis, c'est, enfin, sauver, ou ce qui peut être intéressant, c'est le fait qu'il n'est pas adapté directement de la BD. Et donc là, ils sont en roue libre. Alors, moi, j'ai pas lu du tout la BD, donc je ne sais pas dire. J'ai vu uniquement le film, et moi, j'ai trouvé que c'était complètement décomplexé et assumé et drôle. Donc, moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant Kingsman. Donc là, Non, moi, je le sens pas du tout. moi, je l'attends plutôt le 2. Hein. J'ai un a priori positif. Moi, je le mettrais dans les eaux de Guardians of the Galaxy 2. Ah non, je mets un petit peu plus bas. Permets-moi, je sens pas. Bah, tu le mets où alors, du coup? On peut peut-être trouver un terrain d'entente. Entre Dark Tower et Spider-Man. Ok, allez, si tu veux, ouais. Ça me dérange pas. Et en même temps, vous savez... Tu sais, je veux bien le mettre en dessous de Spider-Man, moi, parce que j'attends peut-être un peu plus Spider-Man que Kingsman 2. Ok, d'accord. Je vais vous dire un truc. Ce qu'on dit souvent dans Super Ciné Battle, c'est gravé dans le marbre. Là, il y a rien qui est gravé dans Là, le y a marbre. rien, là, c'est des attentes. C'est ce qu'on en pense. Est-ce que ça nous fait envie? On va encore un petit peu plus loin. Et là, vraiment, c'est vraiment loin. C'est en octobre. Mhm. C'est Thor 3 Ragnarok. Non. J'ai et là- détesté le premier, j'ai un peu et là, moins ce détesté coup-ci- le deuxième. Ce coup-ci, le mec qu'ils ont pris pour torturer, pour le réaliser, c'est un mec qui s'appelle Taika Waititi et qui est un réalisateur néo-zélandais. Ouais. C'est peut-être Ils- le ils- seul ils vont truc le qui me fait broyer. un peu espérer. Mais oui, ils vont le broyer. Bah non, Thor, qu'est-ce que... Je veux dire, moi j'adore le personnage que joue Kat Dennings, parce qu'elle est super Ah drôle. non, je pense que tu l'auras plus là. Mais voilà. Non, tu sais qu'elle avait gagné, elle avait plus de scènes dans le 2, donc peut-être que qu'elle sera toujours là en comic relief. Mais sinon, Thor, non quoi. Enfin, honnêtement... Moi, j'adore le personnage. En plus, il y a Mark Ruffalo. Et je pense que Thor... Alors oui, il y je aura pense Hulk dans celui-là. Il y aura Hulk dans celui-là. Donc, il y a une alchimie assez particulière entre Thor et Hulk qui peut se faire. ouais. Et ça peut être rigolo. Mais le problème, c'est que c'est un film qu'ils ont écrit dans le cadre de leur gros projet Avengers machin. Bah, ouais. Et je pense que c'est ça qui va limiter le film. C'est ça qui va le rendre pénible à regarder. T'auras l'impression peut-être un peu de voir le trailer de Avengers 3. Ouais, t'auras l'impression de voir un film intermédiaire qui a Enfin, pas grand-chose à raconter. C'est ce qu'on tout devine. seul, quoi. C'est ce qu'on devine d'après notre expérience, quoi. Je veux dire, Iron Man 2, c'était ça. Ouais. Avengers 2 était le trailer de Captain America. Enfin, Bah, disons que j'ai peu d'espoir. Donc mes espoirs, c'est que y a Kat Dennings, que Hulk ait beaucoup de scènes, et que le film ait une vraie histoire et soit pas juste un liant, un film de transition pour introduire le prochain Avengers, quoi. Cependant, Autant dire que j'ai peur. J'y crois plus que Spider-Man, bizarrement. Sans déconner? Ah non, moi Ouais. carrément pas. Ah mais Spider-Man, je le sens vraiment très très peu, quoi. Ah bon alors, je t'ai laissé le précédent. Moi je veux Ouais. que celui-là est en dessous de Spider-Man par contre. D'accord, ok. Bah juste en dessous de Spider-Man. Alors. Alors attends, je le mettrai même en dessous de Kingsman. Voilà. Ok. Ah, Oui, mais comme c'est basé que sur du vent, tout ça, Ouais, toutes nos ouais, impressions. Genre évidemment, d'accord. Moi, j'étais d'accord. au niveau attente, je te dis, moi j'ai bien aimé le premier Kingsman, donc je pense que j'attends avec plus d'impatience Kingsman 2. De toute façon, j'irai voir tous ces films. Quasiment tous les films dont on parle, là, c'est des films que j'irai voir. On va tous les voir, sans Peut-être doute. pas ceux tout en bas de la liste. Ceux tout en bas de la liste, je vais peut-être les zapper. J'ai quand même de bonnes nouvelles pour toi, c'est que le même jour sort le film de Tarek Boudali, et Tarek Boudali, tu ne le connais peut-être pas de nom, mais c'est un mec de la bande à Fifi, qu'on Oh, a vu dans merde. Babysitting 1, qu'on a Oh, vu dans merde. Babysitting 2, et qu'on a vu dans Alibi.com, et là il réalise son film, et avec c'est lui le beau gosse, non? Non, c'est lui bah non, c'est pas le beau gosse, non, c'est pas le Philippe beau gosse Lachaud. Non, c'est Non, le beau gosse rebeu. Ah, c'est le beau gosse rebeu, oui. Oui, Ah voilà. non, mais le beau gosse, moi, c'est plutôt Philippe Lachaud, puisque Ah non. il est toujours mis en scène, genre comme si c'était le beau gosse. Bah alors tu vois, moi je n'ai vu que Babysitting 2 dans les films dont on a parlé, mais pour moi, Philippe Lachaud c'est une endive. Philippe Lachaud c'est une endive, et le beau gosse c'est le rebeu. C'est le Un mec pote- qui se prend trop pour un Un beau gosse. pote l'a rencontré, il paraît qu'il est adorable. Et j'ai dit, putain, il est aussi adorable que ses films sont problématiques. Ah ouais, après, je dis pas que le mec est une endive, hein. Par contre, ses personnages sont des endives. Ouais. C'est des gars qui ont Oui. zéro personnalité, zéro Ouais. charisme, qui sont juste, qui sont des minets, qui sont là pour être jolis, mais
Putain, Écoute, je t'invite à aller voir alibi.com, ça me fait beaucoup de DVD à t'envoyer par surprise. Putain, et attends, on s'était infligé Babysitting 2 en salle et il y avait même pas le mec qui rigolait comme un canard, alors c'était dur. Hein. Ouais. Et ça sort le même jour que Star 80, la 2. Tu sais qu'il y a Star 80 premier, et ben là, c'est le Star 82. Et je sais que tu l'attends avec impatience. Ça me dit quelque chose, le premier Star 80. Il y avait du boss oui. dedans? Non, c'est Richard Anconina et Patrick Timsit. Et ils montaient, ils montaient en fait le concert. Et c'est pas le making of du concert, puisque c'est une fiction. D'accord. Mais genre, ils montent, genre vraiment, c'est les Avengers des stars de la chanson des années 80. Il y a Jan Maas, il y a Est-ce qu'il y a Rose Lawrence? Il y a Cookie Dingler, il y a Émile et Images, enfin ils y sont tous quoi. Il y a toutes les stars que t'as envie de revoir. Il y a évidemment et tu chantes ce refrain qui te plaît là. Ah bah début de soirée. Début de soirée. Enfin bref, ils sont tous là. Et là ils sont tous là à nouveau. Et je tiens à dire que Star 80 avait quand même la meilleure pédo jokes de tous les temps puisque c'était comment il s'appelle ? C'était Jean-Luc Lahaye qui débarque à moto. Devant les nanas et c'était terrifiant quoi. Et Jean-Luc Lahaye il est sans aucune retenue, j'espère qu'il sera dans le deuxième. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Je n'ai rien à dire. on a presque fini, figure-toi. Et là je sais que tu es chaud et que tu veux oui, on se téléporte en novembre, on a presque fini. Ah bah j'ai comme une idée de ce qui va nous tomber dessus en novembre. C'est Justice League de Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot. Bah, tu vois, c'est pas celui auquel je pensais, mais... Ah merde. Alors il sort en novembre. Oh là là là. Ouais. Oh là là là. Et je pense que After Eight sera là. After Eight sera là au rendez-vous pour vous donner son avis à chaud. Voilà. Alors je pense que je vais aller le voir. Je pense que je vais craquer mes $15 pour pouvoir en parler dans After Eight, mais uniquement pour pouvoir en parler dans After Eight. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de redire tout le mal qu'on pense des précédents films du DC Universe, vu que on l'a déjà fait il y a 20 minutes. Voilà. On disait de Wonder Woman que ça serait extraordinaire si c'était pas nul. Là, ça serait vraiment... Non, mais là... Ça serait extraordinaire que ce soit pas le pire film de l'année. Déjà. J'ai zéro espoir que ça soit bien, quoi. J'ai vraiment, mais aucun espoir. Et ça me fait... honnêtement, hein, s'il y avait pas le podcast, je pense que j'irais même pas le voir. C'est dramatique. C'est pour ça qu'on va lancer un Patreon, c'est pour payer pour payer les places de ciné des films qu'on voulait pas voir. Et alors, tu sais quoi, je regarde la liste, est-ce que je préfère voir Transformers 5 ou Justice League? Oh la vache, ça c'est dur. Ça c'est très dur. Parce que, en fait, tu peux même pas dire, il y en a un qui a une chance de pas durer 3 heures, ils vont tous les deux être trop longs. Ouais. Ils vont tous les deux, ça va être tous les deux de la bouillasse illisible. Alors, écoute, je pense que Justice League sera moins bien que Roi Arthur, mais meilleur que Transformers, pour une simple raison, c'est que Transformers, c'est l'autre qui est en roue libre. Et là, je sens que les studios, ils flippent et ils mettent plein de post-it. Alors, on a vu que ça a vraiment bien marché pour Suicide Squad. Ouais. Mais ils nous ont mis des post-it du genre, Zach, calme-toi, tu nous as foiré. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que le premier Batman, enfin, le film précédent, il a cartonné. Mais le problème, c'est la réputation et que ça affecte, en fait, ça a fait beaucoup plus de mal à la licence. Beaucoup de gens ont aimé le film, hein. Faut pas... La critique a détesté le film, mais le public, globalement, il y a plein de gens qui ont aimé, hein. Ouais, mais bon. Je suis désolé de t'en informer, mais il y a énormément de gens qui ont aimé ces Batman. Il y a même des gens qui ont aimé Suicide Squad. Alors, si tu veux, ça va assez loin, quoi. Mais Batman v Superman a ses défenseurs. Bon, nous, on n'en est pas. Je pense que nos auditeurs le savent. J'ai aucun espoir pour celui-là. Allez, on va dire que j'ai l'espoir que ce sera moins nul que le prochain Transformers, si tu veux. Donc, je veux bien le mettre au-dessus de Transformers. Ouais, Justice League. Ouais, et pourtant. Parce qu'il y aura quand même Batman dedans, donc j'ai encore de l'espoir, si tu veux. Alors, il y a un nouveau film Cloverfield, mais j'en sais trop rien, donc je zappe. Sérieux? Mais il y a vraiment une date pour ça? Ouais, 29 novembre. Cloverfield de 2017. Parce que 10 Cloverfield Lane est censé se passer dans le même univers. Je l'ai pas vu d'ailleurs, il paraît que c'était pas si mal. Ok, ouais, non, j'en attends pas grand chose. La licence est déjà assez vieille. Cloverfield pour moi, ça aurait dû être un one shot, et puis voilà. Et le dernier film de l'année, bon maintenant ils font un peu n'importe où. Le dernier film de l'année, ce n'est pas la deuxième étoile, la suite de la première étoile de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste. C'est Star Wars, Les Derniers Jedi. Épisode 8. Écoute, je pense qu'on avait déjà dit dans notre Super Star Wars Battle que moi j'avais pas passé un mauvais moment devant le 7. Là, qui réalise celui-là?
Rappelle-moi. C'est Ryan Johnson, et ça me dit vraiment rien. Eh ben écoute, ça me dit déjà plus que si c'était Colin Trevorrow. Donc, Mais Ryan Johnson, j'ai oui, beaucoup plus peur pour le 9 que pour le 8 en fait. Mais ah oui, c'est vrai que c'est Colin Trevorrow. Ah oui, quelle horreur. Eh oui, Donc c'est oui, Colin Trevorrow Ryan- qui va faire le 9. Ryan quoi. Johnson, ouais. Mais de toute manière, comme on disait, c'est des films à post-it. Hein. Ah bah les réalisateurs ont extrêmement peu de latitude sur ces films-là, mais Tu vois, je pense que La Momie m'excite plus. Tu vois, déjà il y a Tom Cruise dedans. je regarde ce qu'a réalisé Ryan Johnson. J'ai quand même pas détesté Looper. Hein. Looper, Ouais, c'était il pas a- mal. Hein. C'est je problématique, mais c'est pas chiant. Et je sais que oui, il va avoir très peu de latitude et que ça va être un film de studio, mais Looper, c'était pas mal. Bon, on peut déjà dire qu'on le met au-dessus de Thor 3. Ouais. Oui, sans problème. Est-ce que tu l'attends, toi, est-ce que tu l'attends plus que Spider-Man Homecoming? Je l'attends moins que Guardians of the Galaxy, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a autour de Spider-Man? Vas-y, pour me donner une idée. Alors, je te l'ai fait dans... On a La Momie, Dark Ouais. Tower, Spider-Man, Kingsman, Thor 3. Je Alors- regarde ce ventre mou parce que ça... Je le on mettrais dirait- juste au-dessus de la momie, mais de justesse. Parce que ça reste Star Wars et parce que j'ai quand même de l'espoir qu'il se Oui. foire pas Et complètement. Quoi. c'est pas Alex Kurtzman, quoi. C'est pas... Je ne sais pas qui a écrit le scénario de celui-là, donc c'est difficile Non, à dire. mais... oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai Si que ça se trouve, Kurtzman a écrit le scénario de ce Star Wars. c'est vrai. Bah écoute, je crois qu'on est arrivé à bout. Je crois qu'on peut relire la liste de nos attentes. After Eight s'engage et bon, je vous ai fait cadeau de Jumanji qui sort le 27 décembre. Alors, je peux en parler vite fait, Jumanji. J'ai ouais. vu pour la première fois le film original pendant que j'étais en vacances au ski. Ah ouais. Ça a extrêmement mal vieilli. Les effets spéciaux sont pourris. Robin Williams qui cabotine à mort, ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça nul à yesh. Et moi, je le mets dans la catégorie Hook, les films que les gens aiment parce qu'ils étaient gamins quand ils les ont vus, mais en fait, c'est nul. Donc du coup, le remake, non, c'est non. Ouais, mais il y a Dwayne Johnson, donc. Ah oui, il y a Dwayne Johnson, c'est vrai, mais c'est non. Et du coup, je le mets un peu dans les mêmes eaux que Baywatch, tu vois, puisque c'est un remake. Ah bah oui, bon, tu peux le mettre juste en dessous de Allez. Baywatch. Je pensais pas le faire, mais voilà, Jumanji. Allez, voilà, c'est fait. Intégré le top. Tu vois, Alors, c'est facile de rajouter un film. Voilà. Alors, Alors, tu veux qu'on rajoute Collide qui vient de sortir? Non, je déconne. Ça a l'air d'être un film d'action tout pourri qui est sorti le même jour que Get Out, donc non. Est-ce que tu veux... On relie peut-être la liste? Allez, relis la liste en partant de donc nos attentes en partant du film qu'on attend le plus. Bon, unanimement, on attend le plus Blade Runner 2049. Ensuite, on attend Fast and Furious 8, The Lost City of Z, The Wall, donc c'est un peu l'arrivée surprise, Dunkerque, Nolan, Mhm. Guardian of Galaxy Volume 2, et là, on arrive déjà au deuxième tiers, là. Alien Covenant, La planète des singes Suprématie, Je dirais que le deuxième tiers, c'est on les attend, on se méfie quand même un peu, mais on va quand même y aller optimiste. ouais, voilà, c'est ça, c'est le deuxième tiers, c'est le ventre mou. Mm. Là, on est vraiment dans le ventre... Alors, Star Wars, Les Derniers Jedi, Mhm. La Momie, Dark Tower, Spider-Man Homecoming, Kingsman 2, je sais pas quel est le titre normal, mais on va l'appeler Kingsman Ouais, 2, Kingsman 2, très bien. Thor 3, Ragnarok, Life, que on sait pas pour qui Putain, ce qu'il fout Life, là, il mais- est vachement bas quand même. Je l'aurais mis plus haut, moi, hein, mais bon. Ah non, moi j'attends pas Life. Moi, j'attends Life plus que Thor 3, hein, vraiment. Ouais, mais c'est les hasards Ouais. des listes, mec. Je me suis un peu fait niquer, là. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave, tu vas aller le voir et tu vas nous dire si c'est de la merde ou pas. Ah, mais ce sera peut-être une reco. Kong Skull Island, que j'aurais vu un peu plus haut. Baywatch, Jumanji, Valérian, de notre Luc National. Wonder Woman, très très bas classé quand même. Et là, on tombe vraiment dans le dernier Mais tiers. Wonder Woman, le problème, c'est qu'il y a tout ce qui s'est produit avant, quoi, malheureusement. Ouais. Hein. Ce serait le premier film d'un nouveau reboot. Je te dirais, ouais, pourquoi pas, je l'aurais mis plus haut. Mais là, malheureusement, Là, c'est on n'est un- pas enclin à l'optimisme. Quoi. C'est un film post-it, comme on les appelle. Donc après Wonder Woman, on a Ghost in the Shell, et là, on tombe vraiment dans le bas du classement. Bah là, on tombe dans les films que, limite, moi, j'ai pas envie de payer pour les voir. Quoi. Power Rangers, et c'est con parce que Power Rangers, rien que par curiosité, je le mettrais beaucoup plus haut, mais c'est juste par curiosité. Pirates des Caraïbes 5 ou 6, je sais plus si c'est lequel. Ou 12, ouais, pour que ça Ouais. change. Le Roi Arthur. Et là, on tombe dans les deux derniers, c'est Justice League
Et le film qu'on attend le moins, mais j'irai quand même le voir, mind you, c'est Transformers 5 The Last Night, qui est donc l'incarnation du film Michael Bay. Je crois que c'est bon. Là, en 2017, on le tient, là. Et écoute, ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment on va classer ces films ensuite, après les avoir vus, et voir si c'était cohérent avec nos attentes ou pas, quoi. Tu veux qu'on fasse ça? Je sais pas si les auditeurs auront envie de se réinfliger un remake de cet épisode. Peut-être qu'on peut se faire un mini-zone un jour. Mais ce sera intéressant. À la fin de l'année, ce sera intéressant de faire un point et de voir, en fonction de nos attentes, est-ce qu'on a eu des surprises, est-ce qu'on a eu des déceptions. Et là, c'est le petit Spirou qui est au-dessus. De refaire le match. Et Boulet Bill 2, mec, tu sais pas. Ouais. On peut jamais savoir. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! After Eight, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Après quand même 1h30 de débat sur est-ce que ça sera bien ou pas. Ah, mais 1h30 de bâchage sur des trucs qu'on n'a même pas vus, quoi. C'est, on a battu un nouveau record. Bon, je vais essayer de faire vite pour mes recos parce que voilà, je pense aux gens qui sont en train de faire leur footing et qui, au lieu de courir 45 minutes, ont couru 1h30 et sont en train de mourir. Malheureusement, j'ai 2 recommandations. Pour rester dans le cinéma, ma première, c'est John Wick 2 dont on a parlé tout à l'heure. Et John Wick 2, on a aimé. Voilà, on a tous les deux aimé. Donc c'est la suite directe du premier John Wick. Limite, ça se passe quasiment. Tu pourrais prendre les 2 films, les regarder côte à côte et l'un après l'autre, et puis ça s'enchaîne immédiatement, quoi. Et pour être bref, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce film? Moi, ce que j'aime dans John Wick 2 et dans le premier, c'est ce côté complètement assumé et décomplexé. C'est une série B, clairement. C'est un film complètement au second degré, mais qui est extrêmement soigné, extrêmement bien fait. Tu sens que les mecs qui les ont fait, c'est des amoureux des films d'action. Il y a des scènes d'action mais incroyables, mais ça reste très bien filmé, très léché, même si l'histoire est complètement débile. Et ça se prend jamais au sérieux, mais ça sait se prendre au second degré tout en étant bien foutu. C'est extrêmement décousu ce que je suis en train de dire, mais en gros, visuellement, ça dépote, les effets spéciaux, les cascades, ça dépote, le scénar, on s'en fout, c'est un prétexte, et puis on se marre. Il y a vraiment des scènes hilarantes, il y a des scènes... Ouais. Ils ont insisté dans celui-là, ils ont insisté en mettant des scènes qui sont vraiment, vraiment comiques, où il y a aucun doute à avoir, où tu sais que ça se prend pas au sérieux. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pris le premier au premier degré et qui ont dit mais c'est horrible, alors que non, mais tu peux pas le prendre au premier degré, le film, c'est débile du début à la fin, ces histoires de monde criminel, tu pourrais pas vivre dans un monde pareil, quoi. Oui, ce qui est intéressant dans John Wick, c'est qu'il y a un hôtel qui est un peu la Suisse. Ah, l'hôtel Continental, il est fou, quoi. Et on n'a pas le droit de se flinguer dedans. Et ils l'ont vachement mis en valeur dans le 2. Ils l'ont beaucoup plus mis en valeur dans le 2, mais déjà dans le 1, le concept était là, et tu vois, mais voilà. Moi, John Wick, c'est vraiment j'oserais même pas dire que c'est un plaisir coupable, parce que c'est des films qui sont bien faits, quoi. Dans le 2, il y a une scène à la réalisation qui est incroyable, avec un jeu de miroir complètement ouf, et honnêtement, j'aimerais bien voir un making-of, parce que c'est vraiment bien foutu, donc je pense qu'il y a énormément de retouches numériques, mais voilà. John Wick 2, incroyable. Je vais dire en 2 mots juste ce qui me plaît dans John Wick. Moi, en fait, c'est que c'est réalisé par Stahelski et aussi en partie par son pote Leach. Et c'est des mecs qui sont spécialisés dans les cascades. Ils ont une société de cascades. Ils font les cascades dans Hollywood depuis Matrix, quoi. Donc ils connaissent Keanu Reeves, ils connaissent les limites de Keanu Reeves, et ils mettent tout dans la cascade. Et quand tu vois les mecs tomber, tu as mal, t'as de l'impact. À un moment, dans le premier, le Keanu Reeves, il tombait d'un étage, littéralement, et tu sentais, t'avais la douleur de le voir. Ah ouais. Et là, et puis Keanu Reeves est parfait dans le rôle, hein, parce que pour faire un tueur implacable, un mec mono-expressif, c'est génial. Et dans le 1, une des scènes clés pour moi, c'était que Keanu Reeves se prenait une voiture, et genre, il y avait vraiment énormément d'impact, et sans doute, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire, parce que vraiment, ils balancent des bagnoles sur les gens, et là, il y a au moins 3 moments où il se fait écraser. Ah, mais dès l'intro, il s'en prend plein la gueule par des bagnoles. C'est absolument génial. C'est mes meilleurs
scène de bagnole qui écrase des gens. J'adore. C'est vraiment. C'est si un concept spécifique, mais c'est très spécifique, mais tu sais que j'aime bien les pointes de détail parfois dans les films. Et c'est vraiment ça. Je crois qu'ils ont complètement compris ce qui fonctionne dans John Wick. C'est cette espèce de second degré. et le côté jusqu'au boutiste du personnage, genre une balle dans le bide, une balle dans la tête, fait qu'à un moment t'es obligé de te marrer, quoi. Tellement ça va loin, tellement c'est expéditif, ouais, c'est génial. Il faut le dire à nos auditeurs, c'est du gun-fu. C'est pas du kung-fu, c'est du gun-fu. Il se bat avec des guns et c'est assez rigolo. Et je déteste les armes dans la vraie vie, mais dans ces films-là, c'est tellement jouissif, c'est incroyable, vraiment. Et en plus, ils prennent des acteurs norvégiens et suédois pour faire des Russes, c'est ridicule. Voilà, j'adore, pour toutes ces raisons, j'aime John Wick, et c'est pas simplement parce que on est en manque de série B, de série B de luxe, quoi. C'est vrai qu'on en a pas assez peu, et là, John Wick, il a pas honte de ce qu'il est, quoi. C'est vraiment agréable. C'est ça, il s'assume complètement. Et deuxième reco, très vite, c'est je participe pas là. Complètement un autre genre, voilà, ça s'appelle Three Mics, c'est un spectacle de stand-up d'un type qui s'appelle Neil Brennan, et Neil Brennan, c'est un gars qui a collaboré avec Dave Chappelle sur le Dave Chappelle Show, et qui finalement s'est lancé dans le stand-up après des années à écrire pour d'autres. Et le concept de Three Mics, c'est que il y a 3 micros sur la scène. Il y en a un pour raconter les blagues, les one-liners, il y en a un pour faire du stand-up un peu classique, et il y en a un pour le propos un peu sérieux, et en fait il va d'un micro à l'autre, il alterne, et ça donne au truc une espèce de corps un peu étrange, mais qui fonctionne très très bien, avec ce côté très léger du one-liner, et ensuite le propos vachement plus grave, puisqu'il va parler de sa dépression, il va parler de la mort de son père, et il y a toujours des blagues, même quand il parle des trucs sérieux, mais on sent que il a envie de parler de ces choses, il a envie de les exprimer, et ben ça fonctionne de manière assez folle. Le type est vraiment très juste, et puis son stand-up est d'excellente qualité, enfin on sent que le gars a de la bouteille. Moi je le recommande. J'étais tombé sur lui au Daily Show où il était passé rapidement, non seulement pour parler de Trimax, mais aussi en tant que chroniqueur. Et il a une gueule, c'est assez marrant. Il fait un peu chétif avec ses lunettes, il fait un peu le binoclard qui se faisait martyriser à l'école. Alors c'était peut-être le cas, je sais pas. Mais en tout cas, il est très drôle. Donc voilà, c'est sur Netflix. Je le recommande chaudement. Three Mics. Daniel, à toi. Je vais essayer d'être bref, par respect pour nos amis joggers. Je suis en train de jouer à Super Robot Tyson V, qui pour la première fois de son histoire d'un épisode canonique est en anglais, et donc je me suis dit putain, il faut que j'essaye ça. Ça met vachement en exergue une série qui s'appelle Yamato, que j'adore. Moi, quand j'ai découvert qu'il y avait Evangelion dans les Super Robot Tyson, ça m'a vachement donné envie de découvrir la série, en fait. Et là, il y a Evangelion, et en plus c'est en anglais. C'est la première fois que c'est en anglais. Ça, ouais, va falloir. Et Dragon Ball Fusion, que j'ai recommandé exactement l'année dernière, au moment où on commençait presque After Eight, est sorti en officiel, et si vous voulez un jeu Dragon Ball pour vous passer le temps sur 3DS, c'est vraiment chouette. Et je me suis mis, alors je sais que je recommande de temps en temps des podcasts, et ça me fait plaisir d'ailleurs, parce que je vois des gens ensuite qui les recommandent, donc ça veut dire que vous vous y mettez vraiment. Ça veut dire que putain, on est des prescripteurs, ça me fait peur de dire ça, moi, Quix. Et donc, je vais en recommander un aujourd'hui, et en même temps, il est très 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 connu aux États-Unis, très 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 connu. C'est un podcast de Dan Carlin qui s'appelle Hardcore History. Et Dan Carlin, c'est un prof d'histoire et en même temps un speaker, un commentateur politique, si j'ai envie de dire, et il fait des podcasts donc. Et son podcast, il fait des podcasts fleuves où il parle de la guerre et des moments clés de l'histoire. Alors c'est pas forcément la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être la bataille des Thermopyles, ça peut être la Première Guerre mondiale. Ouais, voilà. Tu m'en avais parlé, je t'avais dit que ça me disait rien, mais non, je connais en fait. Ouais, Gengis Khan. C'est extrêmement intéressant. C'est super bien parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il a de l'humour et il est pas non plus là pour te faire du prêchi-prêcha, pour te dire, pour te mettre en relief par rapport au monde actuel, sur la philosophie de l'histoire et il est pas non plus prudent sur ce qu'il fait. Il s'engage aussi dans ses podcasts. C'est des podcasts fleuves. Les premiers épisodes, ils durent 30 minutes, mais je peux te dire que les derniers, là, King of Kings, ils durent 5 heures, quoi. c'est vraiment, il faut se l'écouter. Mais je prends un plaisir à
à écouter ça parce que je suis un peu nostalgique de l'époque Alain Decaux où les mecs savaient raconter l'histoire. C'était ma matière préférée à l'école et je sais pourquoi. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parle de nous. C'est quelque chose qui parle du monde qui va aussi arriver. Donc vraiment ouais. Donc je répète le nom, c'est Dan Carlin et son podcast et tout se casse la gueule chez moi. Ouais, c'est le déménagement. Hardcore History. Et Hardcore History, voilà. À ne pas confondre avec Drunk History, qui est complètement autre chose, mais qui est aussi très bien. Je sais pas si tu connais. Drunk History, c'est une émission de télé sur Comédie Centrale, parce que on est parti pour faire 2 heures, alors allons-y. C'est une émission de télé sur Comédie Centrale où en gros t'as l'animateur et un invité. Et l'invité c'est généralement un acteur ou une personnalité, et il se bourre la gueule. Et là, l'invité est amené à parler d'un événement historique et donc à décrire un événement historique, donc mais vraiment à dire ce qui s'est vraiment passé. Et pendant qu'il le décrit, donc comme il est bourré, il raconte des conneries. Il y a tu as des vidéos. Enfin, il filme, il tourne la scène en fait, mais telle que racontée par la personne bourrée. Et donc c'est extrêmement drôle. Et je recommande d'en choper des épisodes sur le site de Comédie Centrale. Regardez Drunk History. Il y a des épisodes à mourir de rire où t'as je sais pas, il y en a un avec Aubrey Plaza complètement torché qui essaye un peu comme elle peut de parler d'un événement historique, et au-dessus tu vois donc les acteurs qui essayent de tourner le truc de la manière dont elle le raconte. Mais il y a vraiment des épisodes à mourir de rire, donc voilà, je le recommande. Drunk History, ça n'a rien à voir avec Hardcore History, c'est complètement différent, mais c'est aussi très bien. La reco dans la reco. T'as vu Quicks, je sais qu'on peut te retrouver sur Twitter. Tu sais qu'on peut me retrouver sur Twitter. Je pense que on n'a pas besoin de le répéter cette fois-ci. Non, on n'a pas trop besoin. Vous pouvez retrouver aussi After Eight sur le site after8.fr, sur iTunes et sur vos différentes applications pour les podcasts. Laissez-nous des bons commentaires, ça nous aide à nous faire connaître parce que. Les petites étoiles. Ouais, les petites étoiles, parce que comme dit papa, le référencement, nous, on connaît pas. Voilà. Merci de nous aider. Et puis qu'ajouter d'autre, sinon que merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Et on essaiera de faire plus court la prochaine fois. Bah, on sait pas, en fait. Tant qu'on y prend plaisir. Tant qu'on y prend plaisir, tout va bien. Allez, on vous embrasse. Des bisous. Wait
Je l'ai fait exprès hein, pour toi. Ah putain, mais en plus, je crois que tu l'as fait aussi dans Super Ciné Battle, ça m'a fait trop rire quand je l'ai entendu. Tu raccroches. Non, toi d'abord. Allez, je coupe parce que 1h50 Attends. ça va bien. Attends, le montage va me prendre perpète.